1 600 000, c'est le nombre d'enfants sans acte de naissance au Cameroun. Des chiffres qui donnent des frayeurs. La partie la plus touchée par ce phénomène, le septentrion, avec l'extrême nord qui arrive en tête du classement. 400 000 enfants sans acte de naissance dans cette partie du pays. Les 9 autres régions connaissent également ce même phénomène et sont affectées bien évidemment par cette situation. Comment en est-on arrivé là? Qu'est-ce qui explique cette négligence de la part des parents face à l'ampleur du phénomène? Que doivent faire les pouvoirs publics pour pouvoir justement remédier à cette situation qui continue de gagner du terrain au Cameroun? Coronavirus, on en parle encore ce matin. L'offre vaccinale s'améliore, ça il faut le savoir, pendant que les Camerounais rechignent quant à eux à aller se faire vacciner. Le ministre de la Santé publique, quant à lui, le docteur Manaoula Malachi, a donc reçu 15 800 doses de vaccin Johnson & Johnson. Qu'est-ce qui explique, c'est justement ce qu'on veut savoir, le rejet de la vaccination de la part des populations, mais surtout de la part du personnel médical? Où en est-on avec le phénomène ou encore la prévalence de la maladie sur le terrain, au moment bien sûr où le variant Delta continue quant à lui de gagner du terrain déjà dans quelques pays d'Afrique? Autant de questions qu'on se pose. Bonjour à tous et bienvenue à cet autre rendez-vous de votre programme 10-12 le Zénith sur les antennes d'Equinox Télévision. Vous le savez, le rendez-vous, c'est tous les jours, de lundi à vendredi, entre 10h et 12h. Charles-Amène Bachou, bonjour et bienvenue. Bonjour Isabelle Carole, bonjour à tous les téléspectateurs. 18 DG, directeurs généraux, sont fort clos. Ils ont dépassé le délai, mais ils sont maintenus à leur poste. Nous avons le directeur du Fonds national de l'emploi, lui il bat les records, il a 31 ans. Nous avons Adolphe Moudiki, SNH, lui 28 ans parce que nommé 1993. Nous avons la Sopecam, nous avons le Bucrep, Marie Barga Bernadette du Bucrep, 21 ans. Ils sont nombreux, la liste est longue, 18 directeurs et on ne pense pas les enlever. C'est le trône familial, c'est l'héritage. Peut-être ils partiront pour que leur fille ou leur fils les remplace. Bravo le Cameroun. Bobo Bengan, bonjour à vous et bienvenue. Bonjour Madame Zoupet, bonjour à vous chers téléspectateurs. Dominique Audrey Oyengele, bonjour à vous et bienvenue à ce programme. Bonjour Isabelle Carole, bonjour aux téléspectateurs et un bon courage aux parents qui ont déjà commencé à aller dans les magasins pour commencer à faire les achats de la rentrée. Il faut dire que les prix sont en train d'enfler en termes de chaussures, en termes de sacs à dos et également en termes de cahiers. Vraiment, ça commence fort. Et vraiment, les élèves du probatoire sont en train de suffoquer. Ils sont toujours dans l'attente des résultats. On est déjà rendu au mois d'août. On est le 11 août aujourd'hui. Généralement, à cette période, on est déjà fixé par rapport au résultat de l'examen. On sait si on ira en classe supérieure ou pas. Surtout qu'on demande déjà qu'on commence à payer les frais les inscriptions qui ont déjà démarré dans les établissements scolaires. Vraiment, que l'OBC libère les parents. On vous en prie, libérez-nous. On veut savoir. Bon, mais c'est difficile à vivre quand même. On est au mois d'août, on a la première ou deuxième semaine déjà. On n'a pas les résultats de probatoire. Ça s'appelle en d'autres termes la démocratie avancée. Donc, à notre époque, mois de juillet, tout le monde avait ses examens, y compris le DC Board, c'est-à-dire même l'Advanced Level, Ordinary Level était. On procédait à ce moment précis à l'affectation des responsables des établissements scolaires. Mais malheureusement, nous sommes là, presque la rentrée scolaire, c'est dans moins d'un mois. Les résultats ne sont pas encore sortis. On n'a pas encore procédé aux affectations des responsables. C'est terrible. Mais on nous demande déjà, on demande déjà aux parents d'aller, justement, on a donné les différentes coordonnées pour verser les frais en ce qui concerne les examens. Ben, tout à fait. Comment, d'abord, tous les résultats ne sont pas sortis. Comment on pourrait payer pour ceux qui sont dans les classes premières, par exemple? Vont-ils payer pour le probatoire parce qu'ils vont rater? Vont-ils payer pour le baccalauréat parce qu'ils auront été reçus au probatoire? On ne sait pas. Donc voilà, nous sommes dans une navigation à vue que c'est le renouveau à, j'allais dire, les codes de déchiffrage. Sinon, le peuple camerounais est complètement perdu.
complètement perdu. Même là aussi, peut-être on se fie au calendrier du chef de l'État, dont lui seul détient les clés. D'accord, voilà, c'est ce qui était en guise d'apéritif. On va passer tout de suite à l'histoire du jour avec vous, Dominique Audrey Oyengelek. Oui, ce matin, je vous rapporte l'histoire d'une dame. Elle est âgée de 32 ans. Elle est mariée depuis 6 ans déjà et son mari est âgé de 34 ans. De cette union sont nés 2 enfants. Elle mentionne que depuis que sa première fille a 6 mois, et les 2 enfants qu'elle a eus, dont dès que l'aîné a eu 6 mois, son beau-père et sa belle-mère ont décidé de prendre cet enfant comme à la naissance du 2e enfant qui aujourd'hui a 5 ans. Donc l'aîné a 8 ans et le 2e a 5 ans. Quand elle a rencontré son mari, il travaillait pour une entreprise multinationale grâce aux connexions que son père avait à cette époque-là, puisque c'était un élu disant qu'ils étaient dans la ville de Berthois là-bas. Donc après le mariage, le papa de son mari a fait construire une maison et il l'a donnée à son fils. Donc son mari et elle se sont installés dans cette maison-là et 2 ans après le mariage, la mère de son mari a fait venir sa petite sœur pour qu'elle vive avec eux. Depuis lors que sa belle-tante est arrivée dans cette maison, ça a été des problèmes. Sa belle-tante prend des décisions dans sa maison sans l'en informer. Elle organise des événements sans rien lui dire. Donc elle découvre les choses comme ça le matin. Elle fait dormir ses copains dans la maison de cette dame qui est mariée et qui est détentrice de cette maison par analogie. Et c'est autant de comportements qui ont fait qu'elle essaye de porter ses récriminations auprès de sa belle-mère et celle-ci lui a fait savoir: cette maison, c'est mon mari qui l'a construite. Donc ma petite sœur a tous les droits dans cette maison, tu n'as rien à dire. Cette femme se plaint de ce que depuis un certain temps, sensiblement 2 ans, son mari ne mène pas d'activité, il ne fait rien. Oui. Toutes les charges sont les charges de son beau-père. Imaginez que même lorsqu'il y a une ampoule grillée à la maison, son mari appelle son père pour pouvoir régler ce problème-là. Et elle, aujourd'hui, elle est tellement contrariée, elle est tellement... elle dit que même pour parler de l'avenir de ses enfants, elle n'en a pas le droit parce que c'est son beau-père qui gère tout, qui organise tout et tout. Aujourd'hui, elle aimerait prendre une décision. Elle commence à suffoquer du côté de sa famille. Tout le monde est éparpillé depuis la mort de ses parents. Donc, il n'y a pas de tête dans sa famille qui puisse prendre les devants et gérer cela. Donc, aujourd'hui, voilà, cette femme, elle ne sait pas trop. Est-ce qu'elle doit rester dans ce foyer ou bien est-ce qu'elle doit partir? Elle ne mène pas d'activité et elle mentionne qu'elle aime son mari parce qu'elle a quitté le luxe pour être avec lui. Mais elle ne sait plus trop comment supporter. Mais moi, je veux comprendre, le mari, il est au chômage ou alors il a décidé délibérément de ne plus travailler? Il ne travaille pas, il ne fait rien. Il est là, comme ça. C'est volontaire ou pas? Pas faire tout, oui. C'est volontaire? Oui, c'est volontaire. Parce que son papa va prendre soin de lui? Oui, la première fois qu'il travaillait, même c'est son père qui lui a trouvé le travail. On l'a envoyé travailler dans cette société-là. Après, il a arrêté. Comme ça, donc c'est son père qui décide de tout. Sa mère organise le foyer. Elle dit que sa belle-mère également encourage son fils à être infidèle. Elle organise tout ça et son fils, donc en fait, elle est seulement là, elle est figurante dans cette... c'est compliqué. Mais vous, en tant que femme, comment est-ce qu'on vit ça? Comment est-ce qu'on digère une telle situation? Avoir sa belle-mère entre les pieds, le beau-père qui décide de tout. Ben, finalement, on n'est plus marié. Ou alors on est marié à son beau-père, on n'est plus marié à son mari. Incontestablement, ma réponse reste encore l'argent. L'argent. Ici, cette femme, elle a cru. Elle s'est dit que, ok, je suis avec avant son mariage, j'étais avec un homme qui avait un peu d'argent. Il me permettait de gérer mes petites soeurs, mes petits frères. Vraiment, c'était le grand luxe. Je ne manquais de rien. Mais si je me mets avec celui-ci, puisque son père est ça, il a des chances d'être ça, c'est notre République, c'est comme ça que les choses se passent. Peut-être je pourrais avoir le même standard de vie. Et elle s'est endormie sur ses lauriers, elle a pensé à se déployer par elle-même. Malheureusement, pourquoi et comment vous expliquez que vous faites vos enfants et c'est votre beau-père qui décide de les élever? Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on estime que vous n'êtes pas à même d'acheter un déjeuner à votre enfant. Et ça, c'est suffisant pour que vous soyez éhonté. Vous devriez avoir honte de ne pas pouvoir acheter un paracétamol à votre enfant. Ça, c'est un problème. C'est un problème et vous devriez vous mettre en question. Avoir un mari paresseux, vraiment, oh, moi je ne vais pas m'adresser à lui parce que lui, on ne peut pas le sauver. C'est un héritier. Beaucoup en font un métier. Donc vraiment, il n'y a rien à faire pour lui. Mais pour vous, vous n'êtes qu'à 34 ans. À 32 ans.
vous pouvez encore vous reprendre en main. Sortez de cette dépendance parce que non seulement vous dépendez de votre beau-père, vous dépendez de votre mère, vous dépendez également de la joie et du bonheur et des humeurs de votre belle-mère, de votre belle-tante. C'est quoi ce genre de femme qui accepte que son mari, son beau-père lui construise une maison? On accepte les cadeaux, mais vous devez avoir votre quote-part. Vous devez être actionnaire dans tout ce que les gens veulent vous donner. Donc, à votre avis, elle devrait refuser cette offre de son beau-père? Oui. Oui. On parlait quand même du père de son mari. Ça veut dire que c'est sa femme, elle est sa fille. Oui. Ok, j'ai épousé votre fils, je suis votre fille, mais si vous voulez me donner quelque chose, attendez que j'ai quelque chose et vous allez compléter. Vous allez Dominique Audrey, est-ce que c'est pas quand même ce genre de pensée qui font à ce que les mariages s'effritent? Non. Très rapidement aujourd'hui? Non, madame. Je suis désolée. Isabelle Carole, je veux une voiture. Et la voiture que je veux coûte 3 millions. Si Isabelle Carole me donne les 3 millions pour que je m'achète cette voiture, je suis totalement, complètement soumise, dépendante d'Isabelle Carole. Mais si Isabelle Carole est-ce que c'est automatiquement une dépendance? Est-ce que le fait de donner un cadeau, encore qu'on parle du beau-père, qui offre une maison à cette famille? Oui, si ce n'était pas un cadeau empoisonné, c'est que sa belle-mère ne lui dirait pas de se taire quand sa soeur fait n'importe quoi dans cette maison, parce qu'on lui rappelle que vous dormez dans une maison que mon mari a construite, dont vous la mettez en veilleuse et vous laissez ma soeur faire ce qu'elle veut. Vous ne pouvez pas être dans votre maison, une maison qu'on dit être la vôtre, et votre belle-tante ramène des hommes qui dorment chez vous sans que vous ne soyez au courant, elle organise des fêtes chez vous sans que vous ne soyez au courant, et on ne vous demande pas votre avis. Donc, c'est un cadeau empoisonné alors? Ça l'est. C'est un cadeau empoisonné. Et c'est à cette femme de voir. C'est à cette femme de voir. Vous sortez de la maison et vous commencez à travailler votre argent. Parce que tant que vous allez avoir besoin de 600 de votre beau-père pour acheter des serviettes hygiéniques, madame, vous resterez un marchepied. Vraiment, il faudrait qu'on se donne un peu plus de valeur. Le mariage, c'est bien, c'est beau. Ne quittez pas votre mari si vous l'aimez. Mais maintenant, si lui, il vous aime, il faudrait qu'il fasse des efforts pour vous retenir à côté de lui. C'est quoi cet homme qui va se lever le matin, il va appeler son père pour dire que ma femme a faim, ma femme doit manger, je dois soigner ma femme. Ça veut dire que les parents de cet homme, eux également, ont failli dans l'éducation qu'ils ont donnée à leur enfant? Totalement. 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 Vraiment, il n'y a même rien à redire là-dedans. Si votre beau-père, un homme qui, avoir un garçon de 34 ans, n'est pas à même de pouvoir payer l'instruction de ses enfants, ça veut dire que c'est un échec lamentable. Allez même savoir comment les filles ont, l'éducation que les filles ont reçue. Donc moi, la faute revient entièrement et totalement à cette femme qui a laissé a décidé d'entrer dans ce foyer comme ça. C'est de sa faute. Et on ne peut pas le lui pardonner. Mais maintenant, il n'est jamais trop tard. Je persiste à le dire, il n'est pas tard. Elle peut décider de reprendre sa vie en main. Si elle commence à être autonome, si elle commence à redéfinir les choses dans cette relation avec son mari, bien entendu, s'il décide de se reprendre en main, reprendre les enfants et chercher une maison, à se construire, à se bâtir par eux-mêmes, peut-être les choses iront mieux. Est-ce qu'à un moment donné, Charles Hamel, je voudrais savoir avec vous, il ne faut pas accepter le soutien de la famille, sinon vous passerez le restant de votre vie à être victime de chantage sous toutes ses formes, parce que chacun viendra à son tour vous dicter comment faire, vous dicter vraiment les rapports ou encore comment vous devez être avec votre femme, la posture à avoir dans votre maison, peut-être même le nombre d'enfants que vous devez définir avec elle. Bref, vous serez en train de subir et non de vivre. Voilà là où on vous dit que la civilisation actuelle a littéralement échoué, a littéralement conduit l'homme à la perdition, a littéralement effacé la mémoire de l'Africain pour l'assimiler à toute autre chose. Permettez-moi de dire qu'à un moment donné, les Africains se retrouvent à avoir des tendances, permettez-moi, des animaux. Faites un tour à l'aéroport. Vous allez vous rendre compte que beaucoup de Camerounais sont en train de voyager, ils partent. Restez dans ce même aéroport, vous allez voir beaucoup d'Asiatiques en train d'arriver. Vous allez voir les Chinois, les Libanais, ils sont en train de venir au Cameroun. Du contraste. Du contraste, pour comprendre que tous sont en train de fuir quand d'autres sont en train d'arriver. Alors la richesse, elle est à quel niveau? C'est là qu'il faut trouver. C'est pareil pour ce cas. Chez les Bantous, on dit de 0 à 10 ans.
l'enfant est un esclave. Monte, il monte. Il obéit à un ordre sans hésitation ni murmure. De 10 à 20 ans, il est un disciple. Je te punissais parce que X, je te punissais parce que Y, tu vois, parce que tu laissais l'eau couler, les factures arrivaient. De 20 à 30 ans, l'enfant est un ami. Et de 30 en plus, vous êtes un conseiller pour cet enfant. Lorsque vous essayez de regarder, et là je me tourne vers Dominique Audrey, parce que je suis surpris de ce qu'elle dit. Elle a toujours dit, il faut laisser l'enfant faire. L'enfant casse la télé. Papa, j'ai cassé la télé, d'accord. Demain, je vais acheter. C'est pas grave, on pardonne. Papa, j'ai cassé des plans. Non, c'est pas grave. Moi aussi, j'ai cassé. Et quand vous cassez, quand vous allez blessé, on passe à autre chose. Vous vous rendez compte que voici un enfant à qui on a tout donné. Les parents ont pensé pour cet enfant. Les parents ont réfléchi pour cet enfant. Les parents n'ont jamais donné la possibilité à l'enfant de pouvoir penser, créer et même, on va le dire, entreprendre. Quand nous étions jeunes, il y avait des jeunes qui fabriquaient des voitures en bambou. Oui. Nous tous, on est allés fabriquer les voitures en bambou. Et il y a des jeunes qui utilisaient les piles pour pouvoir faire tourner des ventilateurs et courir. Nous tous, on a appris, c'est une affaire de groupe. J'ai appris à chasser le rat, non pas avec les parents, avec le groupe. On sortait, on allait tendre les pièges, on ne rentrait pas. J'ai appris à tendre les pièges et pour le serpent et pour tout, parce qu'on évoluait en groupe. On a été circoncis en groupe, ceux de ma génération, avec qui j'étais circoncis, je les connais tous et on se voit aujourd'hui. C'est un clan d'âge, on a d'ailleurs une réunion. On pousse l'enfant à penser et à agir en groupe. Lorsque les Français arrivent, permettez-moi de vous le dire, ils arrivent, la colonisation, on a commencé, puisque nous on mangeait en groupe. On mangeait en groupe, on mettait les bassines, on mangeait. Il n'y a pas besoin, quand on disait que laver les mains, on prenait le son, parce que tout le monde lavait les mains. Allez, on mangeait le couscous ensemble, on mangeait la viande ensemble. C'était le bonheur, le principe de la communauté. On ne pouvait pas se détacher. Maintenant, quand les Occidentaux arrivent, on dit non, il ne faut pas laver, il faut faire le plat de chacun. Il faut qu'à la maison, chacun ait son plat, chacun a sa chambre, chacun... Vous voyez, on a commencé à diviser. Non, vous ne devez avoir plusieurs femmes, vous devez avoir une femme. On a segmenté toute la société. On s'est retrouvé à laisser l'égoïsme, l'égocentrisme, l'individualisme prendre. Et aujourd'hui, vous êtes surpris que vous pouvez aller chez votre frère, vous l'appelez. Allô, je suis en train d'arriver chez toi. Non, je ne suis pas là, ne viens pas. Mais je suis en bas, je vois ta voiture garée. Non, j'ai laissé la voiture, je suis sorti. Pourtant, il est à la maison. Donc, vous voyez qu'on a amené cela. Voilà aujourd'hui le parent qui dit non, comme disait Dominique Odo-Yengelek, si j'ai tout, je donne tout. Je ne peux pas avoir la voiture. Et mon enfant marche à pied pour aller à l'école. Je mets l'enfant dans la voiture. J'ai de l'argent et que je peux payer le chauffeur. Ça, c'est Dominique Audrey pour des histoires. Ça, c'est la compile aujourd'hui. C'est la compile. Je mets un chauffeur qui va déposer mon enfant. Si j'ai de l'argent et que mon enfant doit déjeuner, même si c'est 5 000 francs de déjeuner, je donne le déjeuner. L'autre jour, elle nous a dit, si j'ai de l'argent et que je dois donner 50 000 francs comme argent de poste à mon enfant, je donne les 50 000 francs à mon enfant. Vous voyez que ces enfants sont les conséquences. Oui, c'est les conséquences. Vous allez vous rendre compte aujourd'hui, vous passez dans les quartiers comme Deido, vous partez dans les quartiers comme Grand Moulin, vous avez des individus qui ont vécu comme ça, avec comme profession sur la carte d'identité héritier. Le gars ne fout rien. Il passe le temps à espérer. D'autres souhaitent même la mort de leurs parents et vont jusqu'à poser des actes, histoire de dire que mais le vieux là, il attend quoi pour mourir. Vous avez donc des gens qui organisent le mariage de leur fils. Non, cherche n'importe quelle fille. Trouve une fille. Moi, je veux bientôt partir avec les petits-fils. Ça, c'est la mère qui pilonne. On part, on marie le garçon. On trouve la maison. Parfois, on construit même la maison. On donne la maison. L'enfant se retrouve à l'intérieur. Il n'a jamais pu savoir comment on paye une facture. Il n'a jamais fait un stage où on creuse la terre, peut-être pour livrer le quartier, couler une dalle, comme les enfants font. Il a grandi dans une facilité totale. Je dis bien une facilité totale et une liberté totale. Il est devenu un fainéant. Il est devenu un idiot. Et ça, je le dis parce que vous avez... Alors, ça, c'est la zone de Makepe et Koto aujourd'hui. Permettez-moi de vous dire, c'est une très bonne histoire. Makepe, Koto aujourd'hui, où beaucoup de parents et leurs ponts
Les parents sont allés acheter des maisons, construire des maisons, loger les enfants, mettre les enfants à la maison, faire semblant d'associer l'enfant. L'enfant doit travailler avec moi. L'enfant vient tous les jours, il est assis, il ne sait même pas ce qu'il a fait. La fin du mois, il a un salaire, mais c'est papa qui ravitaille la maison, c'est papa qui paye les factures via son téléphone. Donc voilà ce à quoi nous avons été réunis aujourd'hui. Et je dirais à cette fille, pour que ça change, il faut que les parents décèdent. Oh. Je le dis oui. Pour que ça change, il faut que les parents décèdent. Qu'il y ait un électrochoc violent. Parce que quand papa va décéder, maman va décéder, qui fera? Qui s'occupera de quoi? Tous les Et il y aura bagarre. coupés. Oui, tous les vivres seront coupés, il y aura bagarre. Parce que les soeurs vont venir dire que tes bêtises que tu faisais avec notre papa, permettez-moi l'expression, les bêtises que tu faisais avec papa, c'est pas ça s'arrêter là aujourd'hui. Monsieur, aujourd'hui tu vas travailler parce que nous tous on a droit. Nous aussi on va manger notre part. Ça va créer des problèmes et il va se retrouver à avoir la pression. Donc je dirais à cette femme, si vous avez le choix, soit vous souffrez de patienter, c'est décès. Parfois il faut le mal aide au bien. Soit, oui, ça il faut attendre le décès des parents. Soit tout simplement se retirer, le laisser, l'abandonner. Mais est-ce que prendre la maison, ça a été la pire décision pour ce couple, d'accepter un tel présent de la part des beaux-parents? Ce garçon à 34 ans ou c'est 35 ans n'a jamais décidé pour sa propre brosse à dents. J'ai dit, il n'a jamais décidé, même pour se raser, il n'a jamais décidé. C'est ses parents qui ont décidé tout pour lui. Il était simplement dans l'eau. On lui dit, monte, il monte, on met l'argent. Papa, je suis fauché, je n'ai pas 10 francs, pas chercher l'argent au bureau. Attends, je te fais un dépôt. Ils sont nombreux, les parents qui ont mis ses enfants dans cette disposition. Et lorsque l'enfant se retrouve à ceci qui n'a pas 25, qu'est-ce qu'il fait? Si ce n'est pas l'arme qui sort, c'est la drogue. On les voit tous. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux parents aujourd'hui? Parce qu'il y en a, justement, quand on a forcément qu'on côtoie, qui vous dit, je ne peux pas avoir de l'argent et laisser l'enfant souffrir, Charles Hamel. Vous n'avez pas avoir les moyens de donner une voiture à votre enfant et vous décidez délibérément de le laisser... chaque chose qu'on acquiert par la souffrance est une bénédiction, est une joie, parce que l'école et la souffrance est une école de sagesse. L'Église catholique ou les chrétiens ont l'habitude de dire la douleur est bien parce que la douleur rapproche de Dieu. Lorsque vous êtes en train de rouler, vous êtes dans un véhicule, vous voyez un choc partout dans l'espace. Seigneur, jamais quand vous mangez les rognons, jamais quand vous mangez les bons plats, vous dites Seigneur, souviens-toi de moi, je mange bien. C'est quand il y a des problèmes que vous dites oh Seigneur, enfin j'ai échappé. Donc c'est dire qu'il faut la souffrance. Prenez votre enfant, demandez-lui, il vient vous dire qu'il va acheter le pull vert. Oui. Il va acheter une paire de chaussures. Tu lui dis ok, d'accord, je suis d'accord que tu achètes, mais ce mois-ci, commence à épargner. Je vais te donner par exemple, ça coûte combien? 3000 francs ma paire de chaussures. D'accord. Ce mois, bats-toi pour épargner. Vous augmentez dans ce que vous le dépannez. Ça, c'est l'école. Vous augmentez. C'est-à-dire, si vous donnez 200 francs, vous essayez de voir, vous allez donner 300 francs pour essayer de voir. Est-ce qu'il aura la notion, chaque jour, d'épargner 100 francs, qui en 31 jours lui feront 3100 francs? Vous l'observez. C'est par l'observation que vous donnez. À la fin du mois, il vient vous dire que, ouais, tu m'avais promis qu'on devait causer à la fin du mois. D'accord. Je t'ai donné combien chaque jour? 300 francs. Tu as épargné combien? Rien, papa. J'ai tout mangé. D'accord, cher ami. Ça prouve que tu n'as pas besoin de cette chaussure. Parce que si franchement tu avais besoin de cette chaussure, je te donnais de 100 francs supplémentaires pour que tu fasses ta caisse. Il faut apprendre à l'enfant à créer. Ne bloquez pas les enfants. Envoyez les enfants. Accompagnez-les, faire des activités qui peuvent permettre à l'enfant de savoir entreprendre et savoir créer. C'est tout ce que je dis aux parents. Il n'y a pas deux choses. Arrêtez de tout donner aux enfants et de penser pour les enfants. C'est un danger. Bon, Bengan, parce qu'on a souffert, on a eu une enfance tellement difficile, tellement compliquée, il n'y avait pas de moyens et tout, qu'il faut forcément vraiment faire passer l'enfant par cette école-là également. Aujourd'hui, le garçon, il sait qu'il est l'héritier, il jouit des biens de ses parents, et maintenant la fille en détresse. Ça veut dire deux choses. La première, le bonheur chez nous en Afrique n'est pas individuel, il est collectif. Vous voyez donc comment une fille est arrivée là-bas, il vient tomber et se trouve dans le malheur. Donc quand on éduque quelqu'un, c'est la société qui en profite. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les parents qui ont vu ça, qui se comportent de cette manière, j'ai souffert, je ne veux pas que mes enfants souffrent, ça veut dire qu'ils n'ont rien appris de la vie. Là alors, rien du tout. Rien du tout. Parce qu'ils ne se rendent plus compte que ce
ce qu'ils appellent souffrance, c'est ça qui les a forgés à tenir jusqu'à au niveau où ils sont, à pouvoir supporter les affres de la vie. Ils pensent que c'est en préservant l'enfant un certain type de comportement. Mais là, le résultat est là. Salamel a énoncé un certain nombre de choses. Mais ce que les bobos la vivent, presque tous les enfants sont dans la drogue. Ouais. Ah bon? Oui, ils en souffrent. Presque tous les enfants sont dans la drogue. Dans la drogue. Vous vous rappelez, d'abord, il y en a qui achètent les diplômes des enfants. Bon, il y en a aussi qui sont un peu intelligents à l'école. Ils passent le bac à 16-17 ans. On l'envoie à Montréal, à Miami et je ne sais pas où. 23 ans, il a son diplôme d'ingénieur et tout. Mais il ne sait rien faire. Il devient avec la drogue. Il est dans la drogue. Il devient médecin. Mais il est dans la drogue. D'abord, il n'a rien appris de la vie. Donc, papa, tout est là. Tout est là. Même la femme, on dit, trouve une femme, nous on vient de il ne sait pas. Il n'a rien appris de la vie. Donc, ces parents-là ont tué leurs enfants. Je répète, ces parents ont tué leurs enfants. C'est pour cette raison que justement, contrairement à ce que les anthropologues occidentaux ont dit, pour l'Africain, l'Africain misait beaucoup plus sur la fille. Contrairement, parce qu'on vous dit que non, chez les Africains, la fille ne parle pas. Non, au contraire, c'est quand on regarde les enfants, on misait sur la fille. On se dit, elle est élevée ici, elle est éduquée chez moi, elle pourrait aller en mariage demain. Donc en fait, elle va reporter son éducation ailleurs. Donc le choix de l'encadrement de la jeune fille était orienté à ce qu'elle soit la fleur, elle représente bien la famille. Le garçon, lui, c'est un concurrent. Mais quand vous manquez donc à imprimer l'esprit de concurrent au garçon, devient un problème. Parce que peut-être faut aussi dire ça. Oui. L'éducation de la jeune fille a été stoppée par la colonisation française. Jusqu'en 1962, peut-être, parce que ça aussi, il faut le dire, la fille qui passait son baccalauréat, et on appelait sciences expérimentales, ou mathématiques élémentaires, c'est comme ça pour le bac C, ce que vous appelez bac C ou bac D, les filles étaient orientées vers le secrétariat ou l'assistance sociale ou sage-femme. Alors que ses collègues garçons faisaient médecine, pharmacie, continuaient à l'université et tout. Je dis jusqu'à hier, en 1962. Maintenant, on vient penser que c'est les Africains qui ont voulu. C'était une orientation politique. Et donc, ici, les familles de Bobo, donc c'est là, en tuant son fils, avec sûrement l'encadrement de sa maman, n'a pas su qu'ils sont en train de tuer leur famille. La fille ici, moi je lui dis, comme elle aime ma fille, comme tu aimes ton mari, j'allais dire supporte. Parce que tu donnes l'impression de connaître le problème de la vie, de pouvoir maintenir et te dire que la vie ne se limite pas là. Donc, en fait, c'est un cheminement que ta famille aurait dû régler avant. Quand on vient de doter ta fille, tu dois savoir où est-ce qu'elle va. Donc, la mère du garçon a donné quel qualificatif à son fils quand on venait doter la fille. Donc, y a-t-il eu échange d'informations? Y a-t-il eu mensonge dans cette information? La fille a-t-elle dit, mon cœur a flashé, je vais? Ou alors, comme a dit Dominique Audrey, comme elle disait là-bas, elle pense que j'ai perdu l'emploi, j'ai trouvé un gars qui a un peu, donc je peux me recaser sans regarder si le gars lui-même s'est même acheté sa brosse à dents, comme on dit. Est-ce qu'il y a des garçons comme ça, ils ne savent même pas draguer une fille? Non. Oui, il y en a. Bon, moi aussi j'étais timide, mais il y a des techniques. Il y a des techniques, oui. Mais comme ça, c'est son grand qui... Voilà, donc c'est un gars qui n'a même pas été encadré par ses aînés. Non. Sûrement qu'avec les aînés, quand on voulait lui dire allons jouer au basket ou autre, non. Il dit non, dis donc, former l'équipe, il vient, il donne 25 000. Et vous avez gagné, il dit voilà, et le ballon coûte combien? Bon, il donne, parce que papa donne. Voilà, c'est ce type de comportement. Donc, il ne vient pas subir aussi même les rigueurs de l'entraînement, les défaites. Non, il dit bon, vous avez perdu, bon, malgré ça, j'avais promis vous donner 20 000, mais bon, comme vous avez perdu, vous ne devrez rien avoir, mais je vous donne quand même 15 000. Allez, prochain match, c'est quand? Voilà comment, je les vois, même pendant ces grandes vacances. Ils sont comme ça, ils tournent, ils financent les championnats, ils ne sont jamais là.
Ils sont jamais là. Et même les filles qui cherchent pendant ce truc, c'est les autres qui leur disent non. Regarde, présent, il y a une petite qui vient d'arriver là, bon. Il dit, mais amen, amen. Voilà, c'est ça. Même ça veut dire que c'est-à-dire qu'il ne sait pas prendre l'engagement. Comme il ne l'a pas pris pour sa brosse à dents, il va prendre quel engagement en allant même draguer la fille? Donc il n'était pas encore suffisamment préparé pour le mariage. Et qu'est-ce que cette fille doit faire aujourd'hui? Prendre Elle d'abord, doit supporter, comme elle donne, je lui dis de supporter, c'est-à-dire de s'approcher davantage de sa belle famille, parce qu'elle doit considérer que c'est son beau-père et c'est sa belle-mère qui sont ses maris. En fait, pour mieux apprendre, comme c'est elle qui a donné l'histoire, je dis, ma fille, approche-toi de là, là tu pourras donner un mot pour l'encadrement de ton enfant, mais tout en veillant, un mot va passer là, la maman ou le père va dire, le fainéant de garçon là, il a toujours... Est-ce qu'il faut libérer cette maison qui a été offerte par les parents à ce couple? Non, non, non du tout. Vous ne libérez pas la maison, puisqu'en fait vous êtes là. C'est demain, quand les parents ne seront plus là, et que ses belles-sœurs viendront, elle sera... Non, comment la chasser? Vous voyez toujours tout en termes de conflit. Justement, c'est elle qui dira que papa même disait à Paul que vraiment, voilà, voilà. Donc, parce que les filles observent, hein, c'est leur femme. Elle voit le comportement qu'elle a à l'égard de ses parents. Lorsqu'elle est là, elle va bien encadrer et surtout en amenant sa belle famille à recadrer leur fils. Ses soeurs, ses belles-sœurs seront très contentes d'elle. Seront très contentes. C'est ce que les filles aujourd'hui ne comprennent pas. Quand vous prenez votre belle-mère, votre beau-père en considération, vous les encadrez, vous intégrez la famille, ces filles, ils vont vous porter comme leur maman. C'est d'ailleurs votre maman qui va dire que non, vraiment, Paul là, c'est un paresseux. S'il n'y avait pas cette fille ici, c'est un fainéant de garçon. C'est lui-même qui a redressé votre frère. Isabelle Carole, oui, comment vous faites pour être dans une maison qu'on vous a donnée? Et quand vous voulez parler, on vous rappelle que vous n'êtes rien. Que même le papin, vous n'avez pas porté de la fabrique. Peut-être que c'est qui lui rappelle ça? C'est sa belle-mère. C'est ce que maman dit que c'est la fille peut-être de mieux s'imprégner, d'accepter la famille et de savoir qu'elle est désormais dans une famille qu'il a épousée. Mais la famille l'a épousée et on lui demande d'être belle et de se taire. Peu importe ce que ça... Non. Même quand vous donnez des choses... Est-ce que l'approche ne compte pas? Quel est le problème? Justement, la fille est dans le jeu. Ouais. On a pris votre enfant. Votre belle-mère a pris l'enfant. Les deux enfants. Vous dites, maman, comment Paul lui dort toujours jusqu'à 9h? Moi, je ne voudrais pas. C'est là où vous allez comprendre. Est-ce que maman est dans Paul? Va dire que non, laisse mon fils, il a toujours été comme ça, vraiment. Laisse. Vous allez voir le père de Paul. Papa, c'est quoi cette histoire? Moi, je veux, Paul ne se réveille pas. Papa, pourquoi tu donnes l'argent de ration chez moi? Non, ce n'est pas comme ça. Parce que l'argent n'est pas le problème. Pourquoi son beau-père donne l'argent à son fils? Ça veut dire que pour vous maintenant... On ne pose pas le problème en termes d'argent, ça veut dire que vous avez mal posé le problème. Vous posez le problème en termes de comportement que vous décriez. Papa, pourquoi tu rationnes chez moi alors? C'est mieux formulé. Le comportement de votre mari, c'est ça qui est un problème. C'est pas l'argent ou pas l'argent. Un homme normalement constitué appelle son père pour dire que mon ampoule est grillée. Mais il n'est donc pas normalement constitué, c'est ce que Charles a démontré. On fait donc comment? Donc ça veut dire que pour vous, le divorce, c'est la meilleure chose? Ah, voilà. Pas le divorce, qu'elle mette la pression à celui-là. Même aller travailler dans une fabrique de papin, qu'il sorte au moins. Ah. Vous avez vu ces On pose le problème à la famille. Le problème n'est pas individuel, Dominique. Non, la famille sait. La famille sait. Parce que lorsque c'est votre beau-père qui dit que les deux enfants là, quand je vous regarde, vous ne pouvez même pas les nourrir, vous ne pouvez pas les envoyer à l'école, je prends. Elle s'est tue, elle a accepté qu'elle a accouché le deuxième enfant. À 6 mois, elle a encore donné le deuxième enfant. Et maintenant, lorsqu'il faut rationner à la maison, lorsqu'il y a un problème, lorsque les ampoules se gâtent, on appelle beau-papa. Et c'est beau-papa qui envoie l'argent, qui fait tout. Donc la famille sait pertinemment qu'elle est là et que c'est son beau-père qui gère tout. Je répète, la famille a caché donc l'information sur le comportement de leur fils. On fait comment quand une fille tombe sur ce genre de situation? Elle se prend en main. Elle se prendre en main voudrait dire que c'est toi la fille qui repositionne le problème que tu décris auprès des parents de ton mari. Maman a un type de comportement, vous en parlez à papa. Je ne veux pas cette attitude de Paul. Maintenant, si papa dit, bon, on verra comme ça, c'est à ce moment donc que vous vous repliez, vous dites, maman, vous aussi, vous avez accepté cette vie.
je ne peux pas vivre là-bas. Tout se passe dans le dialogue, tout se passe dans l'approche, tout se passe dans le comportement, dans l'attitude peut-être de la fille ou encore du jeune homme, ou à elle-même, celle qui se plaint, de pouvoir le poser peut-être à cette belle famille-là. Dans tous les cas, vos avis, on les attend. Ce sera via le numéro qui s'affiche au bas de l'écran. On va lire vos réactions SMS. Ce sera en deuxième partie du programme parce que pour l'heure, c'est la colère signée Charles-Amel Batcho. Je m'interroge ce jour sur la question de la commercialisation des produits avariés et hautement toxiques au Cameroun. Le Cameroun est devenu une poubelle, une très grosse poubelle dans laquelle on retrouve tout et n'importe quoi du fait de la porosité des frontières, du fait de la corruption qui sévit dans le secteur des douanes. Le Cameroun embrasse tout. Il y a de cela 2 semaines, on décriait dans la ville de Kribi les morts suite à la consommation de biscuits. Il y a de cela 2 mois, on décriait à Yaoundé des décès suite à la consommation des bonbons commercialisés par des Indiens, une structure indienne. Les gastro-entérologues se sont prononcés en disant « On mange mal au Cameroun, trop de produits de mauvaise qualité entrent au Cameroun, les cas ne cessent de se multiplier chaque jour dans leurs différents services parce que ça ne va véritablement pas. Le Cameroun est le pays où on consomme n'importe quoi sans que l'autorité compétente s'en indigne, pas même les élus de cette République. Quel est l'organisme qui atteste de la qualité des produits agroalimentaires locaux et étrangers avant leur écoulement sur le marché? À quoi sert la loi du 5 août 1996 relative à la normalisation s'il n'est pas appliqué dans ce pays? Comment comprendre qu'il n'existe spécifiquement pas de loi qui régisse cette activité? On essaie au Cameroun de se débrouiller avec la loi du 5 août 1996 relative à la normalisation et dont le décret d'application reste toujours attendu. 25 ans qu'une loi a été promulguée et 25 ans qu'on attend toujours son décret d'application. Que dire de l'insuffisance des comités du personnel chargé du contrôle de la qualité sur toute l'étendue du territoire? Qui contrôle les produits alimentaires avant leur mise en vente? Question. Quel est l'organisme qui s'occupe de l'opérationnalité et l'efficacité des structures de lutte contre les pratiques commerciales illicites? Quelle confiance accorder aux vignettes qualité de la Nord? Quel est le rôle de la Commission nationale de la concurrence, la recherche, la constatation et la répression des infractions en matière de concurrence, dont les missions portent sur la surveillance métrologique des marchés, lutte contre les pratiques commerciales illicites, contrôle des normes et qualité des produits mis en marché? Qui contrôle la conformité aux normes camerounaises rendues d'application obligatoire sur tous ces petits paquets de biscuits et autres produits de confiserie, des boîtes de conserve, les produits laitiers d'origine douteuse, dépourvus souvent d'étiquettes? Quel est le rôle de la SGS, mieux encore de la Nord dans cette grosse mascarade? Où est passé le laboratoire de produits agroalimentaires bientôt, disait-on, opérationnel? Qui pourrait nous expliquer comment est-ce que les différents produits que l'on retrouve sur les étalages de nos marchés entrent dans ce pays? Faites le tour à Mbopi, à Akwa, à Village, à Bonaberi, vous allez retrouver des enfants qui se baladent avec des biscuits 4 à 1000. Des biscuits fourrés 4 à 1000.
facile à consommer. Ils se baladent avec des biscuits d'un autre genre, commercialisant cela à longueur de journée. Mais hélas, allez voir ce que cela produit dans les ventes, pour parler trivialement des consommateurs. Comment comprendre ces multiples produits périmés, contrefaits, impropres à la consommation, qui sont commercialisés au vu au su de l'ensemble de nos autorités administratives? Comment comprendre que les producteurs européens et surtout asiatiques exportent vers le Cameroun des produits qui en principe n'auraient jamais dû sortir de leur pays d'origine? Je vous en prie, faites le tour des principaux centres commerciaux pour identifier la qualité des jus de légumes, miel, mélange de nectar de fruits, margarine, biscuits, beurre, fromage, crème destinée à la consommation directe. Faites le tour des brocantes. Vous allez retrouver des produits qu'on consomme agroalimentaires, qu'on commercialise dans les brocantes. De Bonabéry à Akwa, en passant par Bepanda et Bonamoussadi, vous allez retrouver des bonbons et biscuits fourrés sans origine fixe commercialisés. À longueur de journée, autant pour moi, de nombreux jeunes essaiment les principales artères des centres-villes avec des plateaux au carton de biscuits et bonbons. Et les proposent aux piétons et aux occupants des voitures qui s'arrêtent au point de racolage. Vous avez désormais une nouvelle vague de sardines, de boîtes de sardines qu'on commercialise 5 à 1000. Ça veut dire qu'on vend la boîte à 200 francs. Quel est ce bourgeois gentilhomme ou ce Robin des Bois qui a décidé d'aider les Camerounais? Vous avez une autre, 3000, achetée par les boutiquiers, commercialisée. Lorsque vous ouvrez cette boîte de sardines, elle s'effrite, les sardines à l'intérieur, donnant les maux de tête, les douleurs gastriques, demandant à aller faire consultation. Et il propose, ces vendeurs, aux piétons et aux occupants des voitures qui s'arrêtent au point de racolage. Certains vendeurs ont fait de la gare routière et des stations-service leur sanctuaire. Ils vendent bon marché. En faisant ce tour, vous allez découvrir que le Cameroun, véritablement, est devenu une poubelle. Pourquoi est-ce qu'on ne parvient pas à mettre la main sur ces vendeurs d'un autre genre, ces commerçants d'un autre genre, histoire de remonter la chaîne et de mettre un terme à ces produits de la mort? Des produits de la mort. Alors, oui, vraiment l'expression j'adore parce que c'est justement de ça qu'il s'agit, ces produits plutôt empoisonnés, des produits justement qui vous font être cloués sur un lit et vous pouvez très facilement passer de vie à trépas. Parce que si vous consommez un biscuit périmé depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, parfois ce sont même des yaourts, parfois ce sont des boissons, parfois c'est du whisky. Vraiment, il y en a de toutes sortes. Et on se pose des questions. Dominique Audrey, est-ce que le Cameroun est devenu un dépotoir? Parce que ce qu'il faut dire, c'est que ces produits qui arrivent ne sont pas fraîchement faits, ne sont pas de bonne qualité, sont des choses que les gens ont estimé que, justement, ça doit être mis à la poubelle. Mais ici, c'est ce qu'on met en avant sur les étals. La question ne se pose pas. Lorsque vous regardez même, si vous avez assisté au déchargement d'un conteneur, quand vous regardez le genre de vêtements qu'on enlève de là, vous convenez que oui, effectivement, on est allé verser la poubelle, on est venu vider son bac. Et malheureusement, c'est ça. Dans ces conteneurs, vous trouvez des pâtes alimentaires, vous trouvez des lasagnes, vous trouvez du fromage, vous trouvez des bonbons, vous trouvez des pâtes dentifrice, vous trouvez un certain nombre de choses. Malheureusement ou bien heureusement, je crois qu'on devrait dire malheureusement, aujourd'hui on a encore le complexe du blanc. Tout ce qui vient de l'étranger est bon. Tout ce qui vient, du moins qui n'a pas été fait en Afrique ou bien au Cameroun est bon. Tant qu'il y a la marque fabriquée au Brésil, en France, en Chine, machin, Turquie, Brésil, tout ce que vous voulez, Inde, Guinée, je sais même pas trop, c'est bien, c'est bon. On n'a pas besoin de lire la date parce que non, tout ce qu'ils font, forcément c'est bien. Les normes ISO, prenons le cas par exemple de la Chine, oui. Vous vous rendrez compte que là-bas, l'institut qui octroie les normes ISO le fait en 3 mois à une société pour fabriquer des produits. Mais normalement, la certification ISO se donne sur 3 ans. On vous étudie pendant 3 ans avant de vous donner la possibilité de commercialiser un produit. Ouais. Mais ici donc, eux ils donnent ça là-bas en 3 mois. On va vous ramener les bonbons.
on voit ça partout dans les marchés. Et malheureusement, quand on va au marché, on voit des paquets de jus. On vous dit une palette de 6, peut-être à 600, à 1000 francs. Ouh, vraiment, comme ce sont les vacances, j'ai beaucoup d'enfants là à la maison. Au lieu d'aller acheter une bouteille de jus dans un endroit plus sûr, à 500 la bouteille, mieux je prends ici. Là, au moins, tous mes enfants auront le jus. On ne veut même pas savoir quelle est la date. Généralement, on fait semblant de regarder, mais même lorsque vous regardez, il y a des mécanismes. Mais moi, je veux savoir, parce que je suis quand même curieuse. Oui. Qu'est-ce qui explique, qu'est-ce qui motive les parents à aller acheter des produits avariés? Qu'est-ce qui motive la douane aussi à laisser entrer ces produits? Pour donner à leurs enfants. Vous savez que le jus coûte 500 ou 600 ou 700 francs. En temps normal. Vous voyez 6 jus qu'on vous vend à 300, 400 francs. Oui. Et on écrit à côté solde, je ne sais pas quoi. Oui, solde. Et donc, on va vous dire que pour les nouveaux produits, monsieur Bachon, on va vous dire que non, ça c'est une nouvelle entreprise qui vient d'arriver sur le marché. Et comme on est encore en train de faire les prix de pénétration, on fait le prix de pénétration, c'est pour que les gens sachent, s'habituent à ça. Et après, on va sortir le vrai prix. Donc, on se rue là-dessus. On nous importe et on vend les pommes de France à 50 francs dans les marchés aussi. Tout le monde le voit et les gens se ruent dessus. On se dit non, au lieu d'acheter ça à 300, à 400 francs pour une personne, mieux je prends 50 et on pourra même doubler le tour. Chacun en aura 2 dans son plat. Donc malheureusement, les parents aujourd'hui sont réduits à ça. Maintenant, si on doit interroger la Nord c'est son travail, c'est eux qui octroient la possibilité de commercialiser un produit au Cameroun. Oui, la certification ici au Cameroun, parce que ça diffère, le nom diffère d'un pays à l'autre. Quel est le rôle de la Nord dans ce cas? Que font les douaniers? Je crois qu'ils ont le droit d'ouvrir les conteneurs avant que ça n'entre. Et ils le font, ils ouvrent toujours. Ils le font toujours. Quand vous arrivez, ils ouvrent toujours. Et vraiment, ils prennent leur plaisir à prendre aussi ce qui les intéresse. Ils prennent pour eux, ils prennent les jus, ils prennent les saucissons, ils prennent les lasagnes et ils rentrent chez eux avec. Et le reste, on entre ici. Donc, les Camerounais devraient faire un peu plus attention parce que généralement, les produits qu'on envoie ici, le temps de transit, c'est 45 jours au maximum. Donc, ça prend également le temps. Les méthodes de conservation de ces produits alimentaires comptent également. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a certains produits qu'on met à l'abri de la chaleur, à l'abri de la lumière, mais le conteneur, c'est un endroit tellement fermé avec d'autres éléments qui peuvent accentuer ou accélérer le dépérissement de ces matières qu'on consomme ici à vil prix. Donc, il y a la porosité de nos frontières également qu'il faut questionner parce que ça ne passe pas toujours forcément par l'eau. Il y a également... Non, il y a les douanes partout. Ah, ok. Partout. Voilà. Donc, vous voyez que c'est... Il s'agit donc de quoi? D'une insuffisance du personnel chargé de contrôle? La désinvolture. Ou alors? La désinvolture. La désinvolture. Il y a des organismes spécialisés pour ça. Le Cameroun n'est pas un pays à part. On a tout. On a tout pour que les choses soient bien faites. Donc, il y a la Nord qui est chargée de contrôler ça. Il y a même des lois. La loi, c'est 2015. Oui, la loi de décembre 2015 qui du moins, on sanctionne toutes les personnes qui vendent des produits avariés. Mais malheureusement, on ne l'applique pas. C'est une loi qui a été une loi de 90, si je ne me trompe, qui a été 96, qui a été refaite. On l'a refaite et malheureusement, personne ne l'applique. Mais justement, bon, Mengan, parlons de cette loi justement du 5 août 96 relative justement à la normalisation. Jusqu'ici, on ne parvient pas à pouvoir parler de ce décret d'application. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que cette loi elle-même est venue en retard. Le pouvoir politique avait déjà, j'allais dire, pris de l'avance à ce que vous avez appelé transformation du pays en poubelle. Le pays avait déjà le pouvoir avait déjà transformé le pays en poubelle. Je me rappelle encore de cette époque où, en l'époque, on l'appelait le ministère du Commerce et de l'Industrie. Oui. Il accepte l'installation d'une société étrangère ici qui allait tuer Milky Way. Ça s'est accompagné justement de la, j'allais dire, la disparition de certaines biscuiteries. Nous, quand on draguait les filles, c'était par catégorie. Nous, on avait les biscuits coupants. On détirait la jetée. Les mocha glacés. Voilà, les mocha, c'était pour les gens un peu plus... Non, qui avaient un peu... Voilà. Et les biscuits importés coûtaient cher. Oui. Donc, c'était là. On n'avait pas... Vous allez dans certains magasins spécialisés. Voilà, c'est pour les Européens, c'est pour les bobos, voilà, la classe. Mais nous aussi, on avait nos biscuits où il y avait aussi les paroles d'amour.
Quand vous achetez un paquet de biscuits à 100 francs, vous donnez à la petite que vous draguez, elle est contente. Voilà, vous n'êtes pas obligé. Elle n'est pas, elle sait que bon, voilà. C'est votre niveau. Non, c'est bon. Et surtout, elle sait qu'elle est aimée par quelqu'un. De la même manière, il y avait les petits boîtes de lait, à tous les niveaux. Il y avait les petites boîtes de lait qu'on pouvait acheter, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, en fait, la société était organisée de telle manière que l'industrialisation au pays faisait vivre tout le monde. Et un jour, on décide donc de procéder par la corruption pour mettre deux niveaux. Où vous êtes pauvre, ou vous êtes riche. Pas de milieu. Maintenant, il n'y a pas de milieu. Oh, c'est la classe moyenne qui régule. Maintenant, on est pauvre. On nous appauvrit. Vous voulez quoi? Et on vous laisse donc, on vous amène donc manger à la poubelle. Là, vous allez vous rendre compte que même l'huile végétale importée coûte moins cher que l'huile fabriquée localement. Voilà, vous pouvez expliquer ça comment? À un moment donné, quand je vous ai dit que cette loi vient même en retard, parce qu'en fait, pour contrer ça, parce que la mondialisation est venue avec Margaret Thatcher et Ronald Reagan, bon, Mitterrand et Helmut Kohl sont arrivés, se sont alignés, on a dit comment enlever le rôle de la douane dans les pays sous-développés. Or, la douane, enlever le rôle, c'est quoi? La douane protège l'espace économique du pays. Maintenant, on vous dit, commencez à baisser les prix, les taxes douanières pour permettre aux autres produits d'entrer. Nous nous sommes trouvés donc ici avec les poulets congelés avariés qu'on envoyait ici, alors que, bon, comme ça venait là-bas, oui, moi aussi j'ai acheté les poulets, alors qu'il y avait de bons poulets. Voilà comment on a déconstruit progressivement la mentalité, au point où ça vous surprend, moi pas, que le Premier ministre vient inaugurer une boutique à Douala. Moi j'attends que le Premier ministre vienne inaugurer, comme l'a fait pour la cimenterie, d'autres usines qui sont connectées à la haute tension. Mais il vient inaugurer une boutique. Il fait quoi? Inauguration d'une boutique, c'est le sous-préfet de la localité qui peut s'en charger. Donc vous voyez jusqu'à quel niveau on a réduit le peuple à la paupe. On a paupérisé le peuple pour que, en fait, vous ayez toujours à choisir au moins 3 choses dans la détresse. Vous ne pouvez pas vous habiller. Vous avez faim. Les enfants doivent aller à l'école. Vous devez vous soigner. Et vous n'avez que 100 francs. Donc, comment vous allez faire avec les 100 francs? Acheter les bananes de 25. Parce qu'à notre époque, même pour faire les bananes malaxées, c'était 9 bananes à 25. 9 bananes malaxées à 25 francs. Maintenant, c'est 500. Hein? Voilà, maintenant 9 bananes, c'est 500. Donc, même avec 100 francs, vous ne pouvez pas. Nous, avec 100 francs, on pouvait faire les bananes malaxées pour 2 jours. Wow. Donc, aujourd'hui, vous ne pouvez pas. Donc, vous voyez comment on a réduit, on a rendu les populations pauvres. Et on nous est dans une situation de détresse, de telle manière que vous ne pouvez pas épargner. Donc, en fait, si hier, on se battait pour avoir une place au soleil, aujourd'hui, les Camerounais sont les forçats contre la mort. Ils luttent pour ne pas mourir, mais ils ne luttent pas pour vivre. Parce qu'ils ne peuvent pas projeter qu'est-ce que demain sera fait. Nous, fin du mois, papa achetait un sac de riz et un sac de macabo, on appelait Ndjombe. Voilà. Le sapak là, c'était bon pour nous comme ça. Donc, même le sapak qu'on appelait, quand l'odeur, le mbongo du sapak déjà, ça nourrissait. Donc, on était gai. De telle manière que quand on achète le pied ici, donc, on arrive, et je termine par là, c'est au président de la République que je m'intéresse là maintenant. Lors du comice agro-pastoral de Bolovan le dernier, il a dit, nous consommons ce que nous ne produisons pas. Mais comment alors, c'est lui qui doit faire, il doit équilibrer l'échange. 5% des Français s'occupent de leur agriculture. Or, la France mange à sa faim et exporte. Nous avons 95% de Camerounais qui s'occupent de l'agriculture, mais le Camerounais meurt de faim. Il n'arrive même pas à épargner. Est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est pouvoir montrer que on a échoué en ce qui concerne aussi la production locale? Oui, justement. Je reviendrai toujours. Le 14 août 1986, quand le chef de l'État lance le 6e plan quinquennal, il dit le Cameroun est un pays à revenu intermédiaire. Nous n'irons pas au FMI. Ainsi de suite, ainsi de suite. Ce qu'il n'a pas dit, et c'est qu'on avait même une réserve de 900 milliards de francs CFA
dans un compte en Suisse, qui était le libellé du compte, c'est président de la République du Cameroun. Ça se trouve dans le livre de Paul Tilga, Ouverture démocratique en Afrique noire. Donc, vous allez trouver ça dedans. Mais maintenant, comment se fait-il qu'un mois après, il nous amène au FMI, qui nous amène dans des mesures drastiques? Il est obligé de couper les salaires des fonctionnaires à 70, de fermer l'essentiel des entreprises publiques et parapubliques dans notre pays. Justement, vous gardez la parole, mon Mégan, on reviendra à vous, ce sera en deuxième partie de ce programme 10-12, le Zénith. De retour dans ce studio, on va vous épargner de tout ce qui a été dit justement pendant cette pause. Dans tous les cas, c'est une très belle ambiance sur ce plateau. On espère également que c'est le cas pour vous là où vous êtes, dans vos domiciles, dans vos bureaux, vaquer à vos occupations. C'est vrai qu'il pleut en ce moment sous le ciel de Douala, mais c'est aussi ça, c'est la saison et il faut profiter ou encore s'adapter comme il se doit. Alors Bobo Mengane, vous aviez la parole tout à l'heure et vous étiez en train de tirer sur le chef de l'État qui, de votre avis, manque justement à ses obligations ou alors démissionne de ses responsabilités à un moment donné. Tout à fait. Comme quelqu'un peut dire, je ne faillirai point à mes engagements, mais à peine avoir terminé le discours, il a failli déjà. Donc, la douane protège l'espace économique d'un pays. Il avait sorti une loi qui crée l'Office national de la zone franche industrielle du Cameroun. Il voulait faire de Bonabéry jusqu'à Limbé, au nord-ouest, une zone industrielle dont les produits sont voués à l'exportation. Selon lui, il fallait donc contenir, j'allais dire, les importations de produits d'une part, et d'autre part, avoir des devises. Donc plus on exporte, plus on doit avoir des devises. Mais à peine l'a nommé, on ne sait plus où se trouve la zone franche aujourd'hui. Donc le Cameroun n'a pas été industrialisé. Et c'est encore lui qui vient se plaindre. Il dit que, mais nous consommons ce que nous ne mangeons pas vraiment, ce n'est pas bien. Et les médecins lui disent également que le taux de prévalence du diabète et de l'hypertension artérielle augmente parce que nous mangeons mal. Mais il y a la norme. Après, il vous dit, on va ouvrir en Bopi un laboratoire sous-régional de contrôle alimentaire. Le Premier ministre vient poser la première pierre depuis jusqu'à aujourd'hui. Je pense que c'était depuis 2012. Oui. Jusqu'à aujourd'hui, rien. Donc, nous avons la douane. On devait avoir ce laboratoire pour contrôler ce que nous mangeons. Ça n'existe pas. Et avec un tel président, vous dites quoi? Mais justement, le président nous a jetés dans la poubelle. Les autres pays de la CEMAC lui disent, ne va pas aux APE. Il faut qu'on négocie ensemble pour aller dans cette histoire-là. Il dit non, moi je vais seul. Il part signer les accords de partenariat économique avec l'Union européenne, alors que chez nous, on n'a rien. Qu'est-ce qu'on met comme, j'allais dire, pour contrer la poussée des produits qui viennent de l'Union européenne? Il n'y a rien. La Chine, qui est restée enfermée pendant des années, comme membre permanent du Conseil de sécurité, avait refusé d'entrer dans les échanges commerciaux mondiaux en refusant d'adhérer au General Agreement on Tariff and Trade. La Chine adhère à l'OMC. À sa création en 2002, la Chine a dominé le monde. Et notre président voyait ça. Maintenant, pour nous transformer en véritable poubelle, il signe avec les Européens, mais il peut aussi signer avec la Chine. Donc, vous voyez comment les Chinois arrivent ici. Ils fabriquent même les beignets. Ils font les beignets. Ils leur donnent des terrains pour cultiver le riz qu'ils exportent. Alors que le riz local n'est même pas consommé ici. Les Chinois, ils viennent vendre jusqu'à la tomate, jusqu'au persil, jusqu'aux oignons. Mais finalement, nous, on fait comment? Donc, nous allons manger même les oignons, tout, qui nous viennent de l'extérieur. Quand on est dans un pays comme ça, on est mort. Mais vous adressez directement au chef de l'État, Bobo Mengane, est-ce que ce n'est pas exclure le ministre du Commerce qui occupe ce poste depuis fort longtemps aussi? Non. C'est le chef de l'État. D'abord, il a pris une décision forte. C'était en février 1995. Le ministre des Finances de l'époque s'appelait Justin Dioro. Il lui demande de suspendre la douane au profit de la Société Générale de Surveillance, une société suisse. C'est-à-dire que la douane devait seulement s'occuper des affaires, des marchandises de 1 million. Pourquoi? Ce qu'il avait dit. Il fallait moderniser le fonctionnement de la douane.
il fallait rendre la douane performante et rendre la douane, j'allais dire, opérationnelle. Je ne sais pas ce qu'ils ont appelé opérationnel, sous le vocable de sécurisation des recettes douanières. Bon, ça veut dire quoi? Je n'en sais rien. Toujours est-il qu'à ce moment-là, quand vous prenez donc une telle option, le ministre ne fait qu'appliquer. Et quand le ministre vous dit, sur haute instruction de la présidence de la République, sur très hautes instructions du président de la République, je fais, ça veut dire que c'est lui, en fait, qui définit la politique de la nation que le ministre applique. La norme, la même nous parlait de ciment, c'était hier ou quoi. Comment on peut le faire? Il y a bien la norme au Cameroun. Je pense que le PCA de la norme, c'est un haut cadre du comité central. Ça doit être Bayero Fatil. Dans la PCA de la norme, donc un industriel. Papa était industriel, lui-même il est un industriel. Mais lorsqu'ils vous mettent dans cette situation-là, puisque tous parlent au nom du chef de l'État, et lui, il ne fait rien, vous voulez qu'on s'apprenne à qui? C'est lui l'entrepreneur en chef. C'est lui qui nous met dans cette situation, et en plus c'est lui qui a prêté serment devant la nation pour nous amener dans la prospérité. Charles Hamel, comment rendre la douane performante? Parce que c'est toute la grosse question, puisque c'est à ce niveau que tous ces produits passent, que tous ces produits entrent. Et c'est eux qui sont les premiers, justement, au niveau de la barrière. Bien, avant de vous répondre, je vais vous dire, lorsque vous allez au Mali, le Mali a beaucoup de motos, le Burkina Faso, beaucoup de motos, mais vous allez vous rendre compte que les conducteurs de motos ont des chasubles, les conducteurs de motos ont 2 casques. Un casque pour eux, c'est-à-dire le conducteur, et l'autre pour le passager. Et là-bas, on ne bâche pas. Là-bas, on ne bâche pas. Je reste dans ces 2 pays. Tout ce qui entre, ils n'ont pas de laboratoire adéquat. Ils récupèrent l'ensemble des produits, ils font des prélèvements qu'ils envoient examiner ailleurs pour conforter, on va dire, l'ensemble des dossiers présentés et se rassurer que les produits sont de bonne qualité. Si des pays comme le Mali, le Burkina Faso se battent à faire cela, combien de fois le Cameroun? Est-ce que vous savez que certaines structures se sont retrouvées à aller prendre les herbes mélangées avec la tisane et tout pour nous faire des thés conditionnés en nous faisant des thés qu'ils vendaient le paquet à 14 500 francs alors que c'était de la tisane, ce que vous appelez la citronnelle, mélangée avec certaines feuilles de safoutier. On vous disait que ça soigne, ça régule, ça traite les reins, ça fait... Les gens ont acheté, se sont versés avant qu'on ne se rende compte de ce qui était commercialisé. L'ensemble des thés qui sont commercialisés par la Chine au Cameroun, quelles sont les structures qui ont, en un moment, se sont arrêtées pour évaluer en disant ces produits sont-ils de bonne qualité pour les Camerounais? Point d'interrogation. Je m'arrête à ce niveau parce que là, il faudrait voir en termes de qualité. Vous avez sur le marché une espèce de bonbon que j'appelle le bonbon tricouleur. Permettez-moi, j'appelle ça tricouleur. C'est commercialisé par les Indiens. Ils vendent à 250 francs le paquet. Allez voir. Était-ce trop de saccharose? Était-ce trop de sucre? Trop de colorant? À la fin, on ne sait pas quel goût le... Oui, mais c'est vendu. C'est commercialisé sur le marché. Et quand vous posez la question, vous voyez des commerciaux. On recrute des jeunes en disant, non, c'est comme elle a dit, la pénétration du marché, gna, gna, gna. Vous êtes basé où? Non, on est dans une maison d'abord en Dorbon, là-bas, on est venu sur la coopération, c'est tenu par X et tenu par Y. Vous commercialisez quoi? J'ai interpellé la Brigade nationale de contrôle des répressions de fraude en disant, mais il y a des choses que je ne comprends pas, essayons d'aller voir. Ils ont dit, ah vraiment, c'est des gens, ils ont leur papier, incidence diplomatique, vraiment, les affaires du marché, vous ne pouvez pas entrer parce que c'est contrôlé au haut niveau, à haut lieu. Lorsque vous avez cette réaction d'un responsable qui vous dit, je ne peux rien, si l'ordre ne vient pas du haut, nous naviguons où? Et il y a une entreprise qui se balade dans la ville de Douala, toujours avec des commerciaux. Ils commercialisent des biscuits. 3 à 500 francs. Non, 3 à 500 francs. C'est des petits biscuits comme ça, 3 à 500 francs. Je me suis amusé à dire, donnez-moi des 3 paquets. J'ai payé. J'ai ouvert.
je vous assure, à peine j'ai ouvert, tous les biscuits à l'intérieur se sont effrités. Je leur ai dit, ça c'est du faux. Ils disent, ah, on commercialise seulement, on nous a demandé de commercialiser. Alors, je vous épargne Mbopi. Ouais. Je vous épargne le tronçon Mbopi. C'est-à-dire Carrefour, Agip, jusqu'à Mbopi, douche, comment vous appelez ça, Dalip. Pour voir le nombre de jeunes qui se baladent, vendant et des bonbons, vendant et des jus, vendant et ceci. Vous allez vous rendre compte que... Et parfois, la date de péremption, on est au Cameroun, on commercialise du n'importe quoi. Je dis bien du n'importe quoi au Cameroun. Les Camerounais consomment, vous rentrez à la maison, vous commencez avec des maux de ventre. Maux de ventre, douleur. Vous partez, on dit non, c'est sûr que c'est les verres. Tu t'es déparasité quand? Non, je ne me rappelle même plus. On achète les médicaments des verres. Vous prenez, vous commencez à consommer. Après, on dit non, mais quand ça persiste, c'est sûr que c'est les amibes. Vraiment, va acheter un truc pour les amibes. Vous commencez l'automédication. C'est au moment où vous ne parvenez plus à faire la rétention. Ça ne se passe, on vous amène à l'hôpital, on vous parle d'une intoxication. Remontez maintenant la chaîne des causes. Sera difficile parce qu'entre-temps, vous avez pris une succession de médications. On va mettre sur le compte de l'automédication alors que c'est la consommation des produits qui ne sont pas de bonne qualité. Rappelez-vous de l'affaire des maquereaux chinois. Rappelez-vous que si les médecins ne se levaient pas sur cette affaire de maquereaux sans goût, si les médecins ne se levaient pas, vous voyez un poisson volumineux, vous dites, vous allez déguster. Mais mon Dieu, vous allez déguster, vous vous rendez compte, le Cameroun accueille, je ne sais pas si c'est les règles d'hospitalité, excusez-moi, mais vraiment cette hospitalité commence à être nauséeuse, nauséabonde pour les Camerounais. À Kribi, nous avons des enfants qui sont décédés parce qu'ils ont consommé les biscuits. À Yaoundé, vous avez des enfants qui sont décédés. Je pense que les brigades, le ministre du Commerce devrait acheter des brigades pour contrôler la qualité des produits qui sont commercialisés. Je vous épargne les brocantes parce qu'on a déjà suffisamment parlé des brocantes. Vous achetez parfois des produits à brocantes, c'est des asticots. C'est des asticots, oui, ils commercialisent tout. Est-ce que la brocante est une supérette? Est-ce que la brocante est une boulangerie? Où on vous sort des croissants, on vous dit que non, le propriétaire, il passait, c'était en solde, on vendait à 1 euro, je ne sais pas combien de cents, il a acheté pour pouvoir commercialiser. Encore que le consommation pose déjà problème, puisque le temps d'achat, de l'autre côté, vous achetez des croissants ou des biscuits, je ne sais pas quoi, on les met dans des voitures, parfois c'est empilé dans des sacs de vêtements, ça prend tellement de temps pour arriver ici, le temps de dédouaner, que ça puisse être sur le marché et tout. Vraiment. Dans la préparation de cette chronique, on est arrivé jusqu'au port. On nous a fait comprendre qu'il y a tout un réseau au port et que ce marché se chiffre environ à 1 milliard de francs CFA l'an. Ce marché noir des produits avariés, riz avariés, parce qu'il y a des conteneurs, lorsque ça arrive, les responsables qui vérifient les avariés et tout et consorts, lorsqu'on arrive, on demande de faire sortir. C'est tout un autre marché qui est piloté par des individus véreux. Dans ce port, on sort, il y a des gens qui viennent récupérer ces marchandises, ils ont toutes les stratégies pour faire sortir du port, ça sort du port, il y a une équipe qui falsifie la date de péremption, lorsqu'on a falsifié, il y a une autre qui part revoir dans les marchés des grossistes, dont la spécialité n'est que d'empoisonner et de tuer les Camerounais. Ils récupèrent et ils revendent donc à ces jeunes enfants. Vous voyez la chaîne, ils revendent à ces petits revendeurs qui se retrouvent dans les rues à vous proposer 3 fourrés à 1000. Oui, vous me direz certainement que pourquoi les Camerounais achètent, mais Bobo vient de vous le dire. On a paupérisé tellement les Camerounais à tel niveau que vous voulez vous offrir quelque chose, mais vous n'avez pas la possibilité de le faire. Mais ce que vous avez, on fait tout pour vous mettre. Regardez quand vous allez, par exemple, au Kangabasi acheter. Voilà. On vous dit, monsieur, vous êtes venu acheter un câble, voici le bon. Voici le très bon, voici le moyen et voici le faux. Tu dis que tu as combien? Je dis que grand vraiment fait toucher 2000 et pour prendre celui-ci. Ça ne va pas mettre long, mais prends celui-ci. Prends quand même. Vous avez des voté exprès la précarité ambiante dans laquelle se trouve. C'est ce que vous m'avez expliqué tout à l'heure qu'on nous a poussé à l'intérieur, on nous a poussé dans cette pauvreté. Vous avez des voitures qui brûlent. Vous avez un chauffeur, vous l'envoyez acheter des câbles. Vous avez des soucis avec votre véhicule, vous l'envoyez payer. Il arrive là-bas, vous donnez à votre chauffeur 5 000. Il vient dire que non, celui-ci c'est 13 000, celui-ci c'est 8 000 et celui-ci c'est 4 000. Tu choisis quoi? Il dit que non, j'ai 5 000, je vais envoyer le moyen. Qui arrive, on dit que non, on peut pas. Il prend sur les 4 000, il met 1000 francs dans la poche, il vient gérer votre affaire à la maison. Voilà sur à quoi on est arrivé. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas commercialiser, quel que soit le prix des bons produits, comme le disait un bonbon?
À une époque, les mokas glacés et consorts, vraiment c'était importé, ça avait son prix. Pourquoi tout ce qui est importé va être moins cher par rapport à la production locale? Ou encore locale? encourager la production locale, encourager ceux qui sont d'ici, encourager la production, encourager ou encore construire dans des zones détruites, permettre à tous ici de pouvoir se réjouir aussi de ça. Nous avons des Camerounais qui se battent à faire des biscuits. Nous avons des Camerounais qui se battent à faire des chocolats. Nous avons des Camerounais qui se battent, qui sont sortis de l'université de Naoundéré a produit des bonbons au café, bonbons à ceci. Pourquoi l'État ne mettrait pas des moyens et des fonds à ces jeunes garçons de pouvoir développer leur structure, développer les petites usines pour pouvoir pousser le bouchon très loin? Non, on préfère tuer parce qu'on sait que celui qui est en train d'arriver, ou c'est les Indiens vont donner une caution de temps, une caution de X, ils vont investir le marché, tant pis pour ceux qui vont mourir. Voilà là où on va dans ce pays. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait, Dominique Audrey, justement, pour stopper la commercialisation de ces produits? Non, avant peut-être que Dominique Audrey, la solution, on connaît. Soit le président de la République démissionne, soit on change tout le système. C'est possible? Il doit démissionner, non, pour moi, c'est pas possible. Mais je vous dis, il avait un ministre aujourd'hui décédé par son âme, Amadioda Adjouti, ministre des Pêches et de l'élevage de l'industrie animale. Il dit à Amadioda, est-ce qu'on peut faire des bronzes? Non, faites-moi une étude pour faire, comment on l'appelle, un abattoir. Amadioda dit, c'est ma spécialité. L'abattoir, ce n'est pas le mouroir des bœufs et des chèvres. L'abattoir, c'est cela, mais on peut y faire des produits dérivés comme les cornes-bœufs, un certain nombre de choses et tout. On peut en faire. On fait des études. On envoie même les médecins, donc, les vétérinaires se former à Nancy. Je connais même la date et le nombre de médecins qui sont. Ils devraient fabriquer et les yaourts et le lait. Le yaourt camerounais devait s'appeler Kosam. Quand vous entendez le nom de Kosam là. Mais le même Amadioda, quand il vient dire que monsieur le chef d'État, c'est fini, et on veut... Il a dit, bon, laisse d'abord, laisse. Donc, vous avez Amadioda lui-même, son ministre, il dit, mais vous avez oublié, vous m'avez demandé j'étais dit de laisser. Donc, vous voyez, donc, en fait, c'était pourquoi vous dites, le centre universitaire de Ngaoundéré était spécialisé dans l'agro-industrie. Le centre universitaire de Tchang, vous formez les techniciens dans l'agriculture jusqu'au niveau de l'ingénieur. C'est comme ça qu'on voulait et prendre pour contenir et l'exode rural et ce que vous avez dit tout à l'heure, la création des industries, surtout un pays qui a atteint son autosuffisance alimentaire. Mais on est venu tuer ça tout un jour. Vous voyez qu'un président il donne des instructions au gouvernement qui les applique et il vous dit laissez. Aujourd'hui, si vous allez, je pense qu'on va faire un reportage là-bas pour voir comment Amadioda avait voulu qu'on ait, j'allais dire, voilà, un abattoir de renom, comme une industrie, abattoir, et où les étudiants allaient déjà faire des recherches, des formations, un certain nombre de choses, et le pays devait engranger les bénéfices. Il n'en a pas eu. On fait comment? C'est genre de truc où on appelle le président à démissionner. Il n'y a pas... Il doit démissionner. Appeler le président à démissionner. Bon, peut-être c'est pas un appel. C'est pas. Nous, voilà, non, on ne demande pas d'appel. On dit les possibilités. Voilà, les possibilités. C'est comme une solution pour remédier à cette situation ou encore à d'autres problèmes. Parce qu'il avait dit lui-même à Yves Morosi en 90 que je veux qu'on garde de moi celui qui a apporté la prospérité au pays. Mais si lui-même constate que n'a pas, François Hollande avait fait ça, non? Il dit aux Français, je vous ai promis le plein emploi. L'histoire qui vient là-bas, je ne peux pas. Je ne serai pas candidat. Je ne pourrai pas. Donc, avoir la capacité donc, de pouvoir voilà, jeter de les dire ponts à un moment donné. Chers compatriotes, je vous ai promis un certain nombre de choses. Je ne veux pas. Je me rends compte que je ne peux pas. La conjoncture internationale n'a fait que je vous demande de continuer. Voilà. Voilà. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ambre veut le dire ainsi. Non, dans l'immédiat, demandez aux Camerounais d'arrêter d'acheter ça. Dans l'immédiat. Mais ils sont assez vulnérables aussi. Non, qu'ils n'achètent pas. Au lieu d'acheter ces jus-là à 600 francs, la palette de 6 jus à 600 francs, achetez des ananas et faites des jus naturels à vos enfants. Ils ne sont pas obligés de prendre les boissons. Et maintenant, il n'y a pas le lait. C'est qu'on vend là comme lait. C'est aliment concentré, sucré à base de lait. Mais les gens pensent que c'est le lait. Comment les gens se ruent sur ces produits dérivés et qui disent que ok d'accord c'est le lait qu'on boit tout le matin. Mais il faut lire. Et on donne le mot plus petit.
qui ne sont même pas encore à l'âge de consommer ce type de produit. On est mort depuis. Bon, c'est vrai aussi morts, hein. qu'on est mort depuis. Allez, on va faire un clin d'œil à l'instant à notre partenaire Constellamine qui est avec nous ce matin pour nous parler du tapis de Bresse. Ce sera juste après ceci. Vous aimez le bon goût de la cuisson sur le grill, mais vous détestez lorsque vos aliments restent collés à la grille? Plus maintenant, avec le nouveau tapis de grill anti-adhésif Yoshi infusé avec du cuivre. Les chefs préfèrent cuisiner avec du cuivre parce qu'il chauffe rapidement et uniformément. Pas de point chaud de flambée, juste des plats juteux et tendres avec cette saveur grillée. Et puis le grill reste propre. Et regardez, des marques de grill parfaites en plus. Incroyable! Il est presque impossible de nettoyer un grill recouvert de fromage, mais le tapis anti-adhésif Yoshi rend le nettoyage facile. Griller du poisson feuilleté et tendre, facile à retourner. Des burgers juteux qui ne sont pas émiettés. Et regardez ceci, oignons grillés, poivrons, champignons, pommes de terre, rien ne passe entre les mailles avec le tapis. Il vous permet de griller vos aliments de façon uniforme et le grill reste propre. Ces grilles de camping sont dégoûtantes. Avec notre tapis anti-adhésif, les aliments ne touchent pas à la grille. Utilisez-le au four, au fond de vos plats. Ils resteront propres et les aliments ne colleront pas et glisseront comme par magie. Et il est lavable au lave-vaisselle. Constellamine, bonjour à vous et bienvenue. Alors bonjour à vous, bonjour à tous les téléspectateurs de cette émission et bonjour à tous les clients et partenaires du concept Salaka, votre concept de communication et de vente sur les antennes de d'Equinox Radio et Télévision. C'est le seul concept qui met un accent sur la qualité, c'est le seul concept qui met un accent sur le client qui est un véritable partenaire. Raison pour laquelle ce matin je reviens avec une très bonne nouvelle, chers téléspectateurs. Alors ils sont nombreux à attendre. Qu'est-ce qu'il va nous dire encore ce matin? Qu'est-ce qu'il va présenter comme bonne nouvelle ce matin? Ah ben oui, je tiens déjà à remercier tous les clients qui nous ont fait confiance pendant le mois de juillet à l'occasion de l'opération Buy One Take Two sur les tapis de braise, encore appelé en anglais renfoncé tapis for breza. En espagnol, ça s'appelle tapis Nyabumbasue. En allemand, ça s'appelle tapis à pont. C'est ça l'allemand. Hein, c'est ça l'allemand, tapis à pont. C'est ça qu'on appelle ça en allemand. Donc ceux qui veulent douter, allez appeler en allemand, il va vous dire que ce que j'ai dit c'est vrai. Ça s'appelle tapis à pont en allemand. En espagnol, ça s'appelle tapis Nyabumbasui. Donc chers téléspectateurs, ce matin, je reviens avec une bonne nouvelle. Je reviens avec, vous l'aviez demandé, vous l'aviez réclamé, vous avez été nombreux à appeler le concept Salaka. Vous aviez été nombreux à dire que non, je n'avais pas le temps, je n'avais pas l'argent de venir au magasin en juillet. J'ai besoin également de profiter de cette opération Buy One Take Two parce que le tapis de Bresse est nyanga, le tapis de Bresse est ndolé, le tapis de Bresse est stylé, raison pour laquelle je vous offre encore jusqu'à la fin du mois d'août l'opération 1 acheté, 1 offert. Oui, je dis bien 1 acheté, 1 offert sur le tapis de braise. Oui, quand vous achetez un tapis de braise au magasin 1001 tapis en face du Palais d'Ika, vous bénéficiez d'un second tapis de braise gratuitement. Et je rappelle que le stock, il est très limité. Ah ben oui, hein. Donc cette fois-ci, on n'a pas assez de tapis de braise réservés à cette promotion-là. Donc soyez intelligents, soyez malins. Venez au tapis de braise et profitez de cette opération Buy One Take Two. Du côté bien sûr du magasin 1001 tapis jusqu'à la fin du mois d'août. Pour dire tout simplement, mototenye sengalema tatan, basango na banyango, wapulate bumba makero, wapulate bumba nyomo, wapulate bumba nyamangwa, wapulate bumba wuba, yande au magasin 1001 tapis. Et banjana, diben in tapis de braise, babelemona tapis de braise, babelemona tapis for braise. Donc motote angambenemo, tu es restaurateur, tu es hôtelier, tu es braiseur, tu fais dans la grillade, la solution pour avoir assez de clients, la solution pour faire plaisir à ta clientèle, c'est d'utiliser les tapis de braise, que ce soit pour le mâchoiron, que ce soit pour la salle, que ce soit pour la carpe, que ce soit pour le poulet, le mouton, la viande de bœuf, le lapin, le pangolin et même les saucisses, on peut les faire sur ce tapis de braise. Ceux qui aiment dans la pâtisserie, ah ben oui, c'est un tapis de braise adapté également pour la pâtisserie. Vous l'avez au magasin 1001 tapis en face le Palais d'Ika à l'entrée de la rue Mermoz. C'est à Douala au Cameroun. Le prix de ce tapis de braise est de 10 000. C'est le prix normal de ce tapis de braise. Mais en ce moment,
parce que vous l'aviez demandé, vous l'aviez réclamé, vous voulez être parmi ceux-là qui vont avoir 2 tapis de braise à la maison, raison pour laquelle je vous offre encore jusqu'au 31 août, vous achetez un tapis de braise à 10 000, le second vous est offert gratuitement. Parlons des modalités de livraison, ceux qui ont besoin. Voilà, merci. Merci donc pour sortir les modalités de livraison. Vous voulez commander le tapis de braise. Quel que soit l'article à commander au magasin 1001 tapis, les numéros de téléphone, vous les avez. Appelez directement le concept Salaka et passez votre commande. On a des représentants à Yaoundé, à Bafoussam, en Côte d'Ivoire, au Gabon, chargés de faire la livraison des articles du concept Salaka. Ceux qui sont à Douala, qui n'ont pas le temps de venir à 1001 tapis, appelez. On livre dans tout le Cameroun et dans certains pays africains. Choisis le concept Salaka, c'est choisir la qualité, les prix et surtout la garantie. Merci beaucoup et bienvenue au magasin 1001 tapis à Douala au Cameroun. Un tapis acheté, le second vous est offert gratuitement. Merci à vous, Consti Lamine, voilà, de nous rendre visite encore ce matin. Et oui, à vous, il reste simplement de l'acheter aussi à votre tapis de braise en suivant tout simplement ces directives. On poursuit le programme en prenant à l'instant quelques réactions, voilà, par message de tous nos différents téléspectateurs qui ont donc choisi cette voie pour pouvoir donner leur point de vue, que ce soit par rapport à la colère sur la commercialisation de ces produits avariés au Cameroun ou encore par rapport à l'histoire du jour. Dominique Audrey Oyengelek, c'est à vous. Oui, on a le message de Quentin Likeng de Lokbaba qui nous dit que nous avons des entreprises qui entretiennent ce business parlant de la colère et les agents de contrôle le savent bien, mais gardent le silence par des enveloppes qu'ils reçoivent. Et on a plein comme ça dans la zone industrielle de Douala. Et pour l'histoire du jour, la jeune femme doit porter le problème auprès de sa belle famille, se consacrer au bien-être de ses enfants pour qu'ils ne copient pas la paresse. Elle n'est pas avec ses enfants, malheureusement. Si elle va les avoir même un jour encore, elle ne les aura plus. Elle ne les aura plus. Plus du tout. Plus du tout. Parce que si son beau-père a pu financer un mariage de 1000 personnes avec tout ce que ça comporte, comment est-ce que leur non, mais c'est pas comme si vous avez vendu aux enfants. Vous n'avez pas demandé qu'on vous enlève vos enfants aussi. Non, mais le père, le grand-père estime qu'ils ne peuvent pas. Ils seront comme leur père. Gâtés comme leur père. Non, l'internaute dit que c'est le faire de sa belle famille. Il peut revendiquer ses enfants, il les aura. C'est-à-dire que les moyens pacifiques jusqu'ici restent le meilleur recours, Charles. Bon, je pense que ici, soit elle attend, comme je l'ai dit, le décès d'un électrochoc, soit elle se déplace, elle récupère ses enfants, histoire de dire je vais venir prendre mes enfants pour passer. Parce que n'oubliez pas la puissance financière de ses beaux-parents. Ils ont une puissance financière à tout écraser, à tout écraser. Donc, est-ce qu'ils avaient juste besoin d'une fille qui allait venir donner des enfants pour assurer les descendances et après la chasser? On peut tout faire comme ça, après la dégager, hein. Lui dit tout simplement, bon, on voulait juste prouver qu'il peut faire des enfants. Il peut faire des enfants, sinon ça ne sert plus à rien. La preuve commençait à l'emmerder. Posons des actions pour la fatiguer et après elle s'en va. Mais c'est assez cruel. On rappelle quand même qu'il y a le numéro qui vous permet, ou encore via lequel vous pouvez envoyer vos différentes réactions. C'est le numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Voilà, on poursuit avec vous. Elle peut même décéder avant ses beaux-parents. Donc, ce message, oui, bonjour le plateau, je vous supplie de dire au peuple, bien sûr. Parce qu'elle peut rester là que non, j'attends que mon beau-père meure, j'attends que mon beau-père meure. Être en paix, puisse être tranquille. Et elle meurt avant. Hein, vraiment. Donc, merci de dire au peuple de penser d'abord à sa santé avant n'importe quel achat. Car il vaut mieux dépenser 5 000 francs dans une marmite que sur un lit d'hôpital. Ici à Tchang, il y a un magasin qui vend le lait en poudre. On ne donnera pas la marque, venant des pays arabes, et le fait au vu et au su de tous, sans être inquiété, trompant la vigilance des clients qui ne prennent pas le temps de contrôler la date de péremption sur cette boîte. Le message nous vient de la ville de Tchang. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut également qu'on éduque la population. Parce que moi, je sais, il y a des personnes qui ont tellement du mal à regarder lorsqu'ils achètent un produit, la date de péremption. Lorsqu'on vous parle d'un programme d'assassinat collectif de populations camerounaises, vous avez l'impression que non, c'est une vue de l'esprit. Nous avons la douane à un département d'inspecteurs vérificateurs. Charles Amel a parlé tout à l'heure du ministère du Commerce qui a tout un service de brigade de contrôle de répression des fraudes. Et le ministère
a des démembrements à partir d'ailleurs des arrondissements. Même s'il n'atteint pas tous les arrondissements, tous les 58 départements ont un démembrement du ministère en charge du commerce. Et ils ont ce service-là, les dispositions. Ils ne font rien. La gendarmerie, la police et la mairie, la municipalité, ils sont là pour regarder les problèmes d'hygiène, ainsi de suite, ainsi de suite. On ne fait rien. Donc quand vous venez acheter du lait, vous venez, vous dites, bah, maman va acheter du lait, ou même si c'est vous-même, quand vous venez, est-ce que vous avez le temps de le faire? Justement, il faut attirer l'attention pour ça. Donc, vous venez, vous prenez, vous marchez, vous prenez. Et même ces gens, ces commerçants véreux, ils arrivent même des fois de changer la date de péremption qui est sur le... Qui peut nous protéger? Il n'y a que ces personnes-là. Et on les paye. C'est les impôts des Camerounais qui les payent d'ailleurs. Mais ils vous laissent à la merci de toutes ces intempéries. C'est Dieu qui nous garde. Hein. On a, oui, bonjour. Ce garçon a besoin de Jésus dans sa vie. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront un. Matthieu 19, verset 5. Faute de n'avoir pas obéi à ça, mal lui en a pris. Qu'il cherche un pasteur, qu'on le délivre de la paresse, un auditeur, un audit à... Si on écrit BD, c'est Bouddha, c'est ça? Ok. Le message nous vient de Bouddha. Le Seigneur... Donc, il y a déjà des mondes de la paresse. Bien sûr. Les films fonctionnent bien dans ce pays. Et c'est ainsi qu'on va se retrouver en train d'avoir des fidèles d'un autre genre, dans des églises d'un autre genre, et qui, justement, par la suite... de prier le démon de la paresse. Oui, votre message. Un garçon déjà à 17-19 ans, normalement, ne doit plus aller prendre l'argent à son père pour acheter une ampoule, parce que cela lui donne la paresse de travailler. Un garçon, voilà, il a répété le message. À 17-19 ans, on doit pouvoir... être autonome. L'argent de beignet, tu fais tes économies. Même l'argent de beignet qu'on te donne, tu dois pouvoir faire tes économies. Chaque enfant qui naissait, le papa, lorsque l'enfant atteignait l'âge de 8 ans ou de 9 ans, le papa achetait un cabri, revenait dire à l'enfant, ce cabri c'est le tien, occupe-toi de lui. C'est l'enfant qui devait aller attacher la chèvre, le cabri le matin, le soir. À la jeune fille, on achetait... Malheur à toi si le cabri n'a pas mangé à 12 ans. Il n'a pas mangé, tu vas confirmer ce que le papa fera. À la jeune fille, on achetait les poulets. On jette les poules en disant que ouais, grand-mère, voilà tes poules. Nous, on souhaite manger ça en décembre. Bats-toi pour élever. La jeune fille, elle dort. La nuit, elle regarde si la poule est couchée. Elle rentre, elle se couche. On est en train de préparer l'enfant à cela. Lorsque le garçon arrive à un âge, c'est les cobayes. On achète les cobayes. On achète... Écoutez, les lapins, on prépare. Pourquoi vous ne voulez pas revenir aux pratiques ancestrales des Bantous? Aux fondamentaux. On dit que c'est notre époque, c'est vieillot. Bonjour, bonjour le plateau. L'histoire du jour nous présente une mauvaise belle famille et un mari immature, indécis, femmelette, inapte. Il rend sa femme et ses enfants vulnérables à toutes sortes de dérives et cela va affecter les enfants. Que cette femme se détache et pense à son futur et celui de ses enfants. Si son mari l'aime, il va la chercher. Master de Yaoundé. Si son mari l'aime, il va peut-être la chercher. Mais s'il a toujours le poids de ses parents sur le dos... Non, peut-être c'est l'électrochoc qu'il lui faut. Que sa femme décide, par exemple, que moi, dans ma maison, je ne veux plus que ce soit ton père qui rationne. Je commence à vendre des œufs bouillis. Je commence à faire les beignets. Je commence à faire les croquettes. Je commence à rationner moi-même. Si c'est ton père, oui, je sais, je suis habituée. Si son beau-père rationne, je ne prépare pas. Si c'est comme ça que ta mère vient de préparer ici, moi-même, je vais donc rationner sur moi. Vous savez comment ils causent à la maison? Elles sont couchées sur le lit. Mon père a dit que... C'est souillant. Comme tu donc, on dit que c'est une carrière, c'est impossible alors. Je vous dis qu'on a moulé, vous avez suivi, on a moulé cet enfant à cette vie. Vous avez des enfants qui n'ont jamais touché la matière. Oui. Voici les vacances, non? On nous regarde, les gens nous regardent à la maison. Vous avez les enfants qui sont couchés, ils se lèvent, ils dorment. À 9h, ils se lèvent, ils disent, Ma, tu as fait le déjeuner. On va même manger pour aujourd'hui, Ma. Vous avez des enfants dans des maisons qui finissent de manger, ils abandonnent le plat sur la table. Il y a un enfant, il abandonne le plat sur la table, il passe s'asseoir pour regarder la télé, c'est la maman qui débarrasse. Je prends même l'exemple sur l'école où on envoie les enfants.
Voilà, ils ont appelé ça approche par compétence. Les premiers élèves devaient faire le baccalauréat cette année. Vous savez comment on note l'approche par compétence? Non. On vous demande à un enfant de préparer le riz sauté. Quand l'enfant commence à dire « Je me suis réveillé, j'ai lavé la figure », on lui donne un point. J'ai pris le sac, je suis allé au marché, on donne un point. J'ai acheté le riz, la tomate, les trucs, on donne un point. L'enfant vient, il laisse le riz à la maison, il regarde la télé, il ne prépare pas le riz sauté. Il remet la copie, il a déjà 4 points. Alors il ne sait pas préparer le riz sauté. L'autre qui va dire, j'ai mis l'huile, le feu, j'ai mis le truc, on ajoute. Personne n'a encore préparé le riz sauté, mais il passe. C'est comme ça qu'ils ont eu le bac. Bon, quand vous avez donc ces enfants comme ça, là, ils ont le bac, ils n'ont pas jamais pris la matière. Le bic, ils n'ont pas. Même ce qu'on leur met dans la tête, approche par compétence, il n'a jamais fait le riz sauté. Ah oui. Mais il passe le bac. Demain, quand vous allez lui dire faire le riz sauté, il va te regarder comme ça, comme si tu fais le système anglo. Voilà le système éducatif anglophone, là, chez les anglophones, j'ai vu des enfants de from 1, from 2, from 3. Quand ils font food and nutrition, c'est pratique. Ils vont préparer. C'est pratique. Il y a des réalités familiales qui font des réalités qu'on grandit dans des environnements où on n'est pas frotté à ce genre de choses. Où on vous dira mais souvent on pose le problème de pouvoir inculquer cela à l'enfant. C'est-à-dire que vous soyez d'une classe sociale plus élevée ou pas, il faut quand même dire à l'enfant, quand on se réveille le matin, voici ce qu'on fait. Même s'il y a une ménagère dans la maison, moi je n'ai pas de débarrasser. Il faut reprendre les mêmes propos de Dominique. Dominique, c'est une famille qui n'est pas normalement constituée. Charles même parlait des garçons qui ne savent pas manier la machette. Moi je dirais qu'il y a des garçons de 20 ans qui ne savent même pas changer les ampoules. Et lorsque vous enverrez l'enfant de cette dame le faire, elle va te dire que moi j'ai peur que l'électricité frappe mon enfant. Malheureusement, oui. C'est des familles qui ont des personnes qui ne sont pas normalement constituées parce qu'elles n'ont pas connu ça. Et elles ne perpétuent pas ce qu'on ne connaît pas. On ne saurait justement terminer cette émission, si vous le permettez, sans faire un clin d'œil justement au ministre des Transports. 40 morts sur les routes en l'espace de 24 heures. Il y a les sanctions qui tombent. Hier, justement, au sortir de cette communication spéciale ou encore au cours de la réunion qu'il a tenue avec les promoteurs de différentes agences, il a d'ailleurs sanctionné les 2 différentes agences qui étaient impliquées dans les 2 accidents qui sont survenus, qui ont coûté la mort à plus d'une trentaine de personnes. Charles Bachou, ces sanctions, oui, pour combien de temps? Et après, qu'est-ce qu'on fait des autres? Qu'est-ce qu'on fait de la route? Qu'est-ce qu'on fait pour éviter des accidents? Parce que ce qu'il faut dire, c'est que dans les différents communiqués rendus publics, on parle justement de ces mauvais comportements, ces incivismes qui conduisent à des hécatombes, et on exclut, par exemple, le mauvais état des routes et tout ce qui peut aller avec. Alors, premièrement, je vais estimer que le ministre prend des Camerounais pour des cons. Ah bon? Depuis janvier à aujourd'hui, ça fait 8 mois. Le Cameroun a essuyé une série et une succession d'accidents. Au travers de ces accidents, le ministre a organisé une succession de rencontres avec ses personnels, ses promoteurs des agences. Ce n'est pas la première. Il a déjà organisé une succession de rencontres. Elles ont abouti à quoi? La poudre de perlimpinpin. Lui-même a démontré que il n'avait pas suffisamment de force pour frapper lorsqu'il a prédit, je prends seulement cette phrase, si survient encore un accident, on va frapper avec la dernière énergie. Alors dites-moi, il s'amuse. Ce que le ministre aurait dû faire, c'était de ne pas convoquer, il n'avait pas besoin de discuter avec ces différentes agences. Il devait procéder à l'application stricte et nette. Deuxième chose, tous les différents rapports concernant les accidents, depuis l'huile qui s'était versée à Boumiedal jusqu'à l'accident de, comment vous avez appelé ça, les accidents sur la falaise de Tchang, les accidents à l'entrée de Bafoussam, les accidents à Yaoundé, tous ces différents accidents n'ont jamais eu les conclusions. Le ministre n'a jamais rendu public les conclusions, ne serait-ce que pour apaiser l'esprit des familles et les cœurs. Il n'a jamais rendu compte. J'ai été surpris que pour le dernier accident, il a dit qu'il attend les conclusions des enquêteurs. Il a rendu public les enquêtes aussi. Oui, ça j'ai été surpris de voir. Donc vous vous rendez compte que
à ce niveau, on a comme l'impression qu'on est en train de s'amuser un peu avec la vie des Camerounais. Non, le ministre aurait dû faire sérieux. C'est le même ministre qui avait suspendu Avenir. C'est le même ministre qui, à moins de 3 mois, a levé la suspension d'Avenir, où le sultan a fait toute une messe, on a organisé une messe écuménique et tout. C'est ces jouets des interventions. C'est le même ministre qui avait suspendu l'agence générale. C'est le même ministre qui avait suspendu d'autres agents et qui a levé à moins de la date. On ne devrait plus s'arrêter à sanctionner. Bon, mon Bengan. Le ciel du Cameroun s'est obscurci. D'abord, le ministre, prenons un cas ailleurs pour vous montrer que le renouveau n'a plus de solution au problème. Le pasteur qui gère, comment l'appeler, la CONAC, il a dit qu'il n'a pas les moyens pour gérer, pour réguler la corruption au Cameroun. Il faut compris. Abrahams Egbe, qui est le président du conseil de l'ECAM, il dit qu'il ne peut pas, il ne sait pas comment on fait un fichier électoral crédible au Cameroun. Comment on peut organiser les élections crédibles au Cameroun. Il faut compris. Mais quand vous avez donc des accidents, vous pensez que les gens qui ne peuvent pas faire un fichier électoral ne peuvent pas organiser les élections crédibles. Les mêmes gens là vont réguler l'accident? Non, ils vont dire on prie. C'est les camarades les frères de Dominique Audrey. Ils vont dire Jésus, comme Jésus, ça ne suffit pas. Ils vont faire un culte écuménique, appeler leurs frères musulmans et tout. Non, de manière plus sérieuse, il n'y a plus de solution. Le problème maintenant, peut-être, c'est d'interpeller les conducteurs en leur disant, chers compatriotes, c'est mauvais. Adoptez la vitesse de la voiture à l'état de la route. Mais mieux vaut vivre dans la pauvreté, mais il faut quand même qu'on vive. Donc, il faut attirer leur attention dessus. C'est nous tous qui sommes délaissés par le renouveau. Donc, donnons-nous la main. En réalité, pourquoi on dit que le lit du pauvre est fécond? Parce que quand on est pauvre, on s'entraide. Nous sommes tous pauvres. Les bobos sont là-bas. Ils prennent les avions. Ils prennent plus de tout. Donc, nous, vraiment, c'est à vous que je m'adresse. Ce n'est pas le ministre ne sait pas ce qu'il faut faire. On a des chauffeurs qui ont des soucis de vue. On est à quel niveau là-bas? Non, ils ont arrêté ça, ils ont laissé. Donc, c'est à vous. Quand vous avez des problèmes de vue, dites là-bas que vous ne pouvez pas. Sinon... Aux auto-écoles également, il faudrait qu'on se pense. Cette réunion comment les gens obtiennent... Cette réunion aurait dû être une réunion conjointe. C'est-à-dire, on a le ministère des Travaux publics, oui, on a le ministère des Transports qui sont assis, on a tous les gars, les services, la gendarmerie, la police. Non, ça devait être ouvert pour ce débat. Bon, on travailler en synergie. Le ministre Bokam a dit qu'ils sont venus dans la route pour chercher l'argent. Ah, d'accord. Il a dit ça, que bon, quand il partait, que la prévention routière a rapporté 2,5 milliards. Bon, Galas et Toga ne veut pas nous donner les chiffres. Mais je ne sais pas, lui aussi ne parle pas de sécurité routière. Il est toujours dans la prévention routière. On flash, tu donnes 10 000. On flash, tu donnes 25 000. Bon, ils ne sont pas pour éviter des accidents. Sinon, ils auraient, comme vous avez dit, Chalamel, fait des enquêtes et se rendre compte que voici ce qui cause souvent les accidents. Il faut donc réguler de cette manière. Mais ils n'en parlent pas. Parce ça que veut si dire qu'en fait, la route est là pour donner l'argent. S'il avait fait une réunion conjointe, on aurait sorti la cartographie des différents axes. On aurait pris la cartographie, l'axe Douala-Yaoundé, la cartographie, l'axe Douala-Yaoundé-Bafoussam, la cartographie. On aurait sorti ces différentes cartographies. On a vu ce ministre des Travaux publics aller quand même du côté de la falaise de Tchang. Non, c'est la poudre de Pem. Rendez-vous là-bas, vous allez voir, c'est les Dodan. Un ministre va visiter comment on met les Dodan. Vous aussi. On voit des choses comme ça. On va saluer un autre partenaire cette fois, c'est justement avec Premier Loto. Tout de suite, ce sera après avoir pris peut-être cette bande ou encore la recevoir tout de suite. Ce sera bien évidemment avec Ingrid pour nous parler justement de cette promotion estivale Premier Loto. Premier Loto. Oser, parier, miser, remporter la mise. Oser, valider. Remporter la mise, Premier Loto. De retour dans ce studio, Ingrid, quand on vous voit, votre présence se rime automatiquement avec bonne nouvelle lorsqu'on parle de Premier Loto. Bonjour à vous et bienvenue.
Bonjour Isabelle, bonjour à tout le plateau du Zénith et évidemment à tous les millions de téléspectateurs de Equinox Télévision. Eh bien oui, tu l'as dit, c'est une belle surprise quand on se rappelle comment est-ce que les parieurs ont adulé, ils ont adoré les promotions qu'on a eues le mois dernier, au mois de juillet. Ils en ont redemandé, eh bien on leur sert une autre vague de promotions pour ce mois d'août. 4 magnifiques promotions durant 4 belles semaines. Ils auront donc la possibilité, l'opportunité de remporter des millions de francs CFA avec ces belles promotions, de 50% de bonus avec des Happy Hours qu'on a eu la semaine dernière. Et bien évidemment, la tombola avec 1 million de francs CFA à décrocher tous les jours à partager entre 3 gagnants. Alors, pour cette deuxième semaine de ce mois d'août, de quelle promo encore vont bénéficier ces parieurs qui sont nombreux de jour en jour et qui justement voudraient savoir quelle est la cerise sur le gâteau? Eh bien, la cerise sur le gâteau, je l'ai dit, c'est la tombola qu'on a aujourd'hui. Elle a débuté depuis hier. 1 million de francs CFA à partager entre 3 personnes. Le principe pour participer à la tombola, il est très simple. Il suffit d'acheter son ticket de loto 5 sur 90 comme d'habitude. Eh bien oui, acheter son ticket de loto 5 90 comme d'habitude. Eh bien, comme vous le savez, les numéros vont de 1 à 90. Et vous choisissez l'option qui vous convient, que ce soit loto chance, double chance, chance plus, double chance plus, ou encore le nouveau bébé, extra chance ou extra chance plus. Et donc, vous validez vos tickets de 5,90 comme d'habitude. Et à la suite de votre ticket, illico presto, on vous remet un ticket de tombola qui vous permet donc de participer, d'être éligible à la tombola qui peut-être vous offrirait plus de 300 000 francs CFA par jour. Parce que oui, on a 1 million de francs CFA à gagner tous les jours qu'on partage entre 3 gagnants. Et donc, rendez-vous dans tous les kiosques et toutes les agences. Je vous le rappelle, ça se passe dans tous les points de vente loto. Avec le loto 5 sur 90, vous achetez votre ticket et vous repartez avec un ticket de tombola. Je vous rappelle que la tombola a commencé depuis hier. Et ce matin, on a déjà 3 gagnants. Les 3 premiers gagnants de notre belle tombola nous viennent de la ville de Douala, de Yaoundé et de Bafoussam. On profite de l'occasion pour leur adresser des félicitations. Ils viennent d'entrer dans la grande famille des grands gagnants au loto. Et donc, vous également qui nous regardez, vous avez la possibilité d'être éligible à la tombola loto. Il vous suffit d'acheter votre ticket loto 5,90 et pourquoi pas vous serez tiré au sort pour la journée d'aujourd'hui ou encore demain parce que la promotion se termine demain. Ça veut dire que ce sont les conditions à remplir alors pour en bénéficier? Eh bien, la seule condition à remplir, Isabelle, c'est d'être âgé de 21 ans minimum parce que les jeux de premier loto sont interdits au moins de 21 ans. Donc, c'est tout ce qu'il faut remplir comme condition pour participer à notre belle tombola et peut-être aussi acheter un ticket. Mais je vous rappelle que les promotions vont se poursuivre pour tout le mois de juillet. La semaine prochaine, on aura le solde de 50% sur les tickets. Donc, au lieu de 100 francs pour avoir un ticket, vous allez débourser la somme de 50 francs CFA. Et bien sûr, pour terminer la belle brochette promotion pour la dernière semaine du mois, on aura 50% de bonus sur les tickets, sur les gains, avec les belles options que vous connaissez. Donc, si par exemple, vous gagnez 10 000 au lieu de 10 000, vous serez payé 15 000 francs CFA. Donc voilà ce qui vous attend pour le mois de juillet pour terminer les vacances en beauté. Alors, on vous souhaite également à vous de passer une excellente journée à ces amis parieurs. Il reste tout simplement aussi de pouvoir jouer et de pouvoir remporter. Tout à fait. Premier loto. Oser, parier, miser, remporter la mise. Oser, valider, doubler, remporter la mise. Premier loto. Demain est un autre jour. On vous donne rendez-vous demain lorsqu'il sera 10h très exactement. Mais avant, vous restez en compagnie des programmes d'Equinox Télévision qui se poursuivent. À 12h, vous aurez le journal bilingue de l'information. Et puis à 20h, ce sera le journal signé Cédric Noufélé. On vous souhaite de passer une excellente journée. À demain, 10h.